Voilà, c'est parti. Alors Naëm Bestanji, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes un collectif d'ex-musulmans très préoccupés et engagés par rapport aux dégâts de l'islamisme qui sont là depuis déjà longtemps, mais on observe une accélération depuis quelques temps des événements assez rapprochés. Et du coup, on était intéressé d'avoir votre avis en tant que spécialiste de l'islamisme et du féminisme, sachant que le féminisme, c'est quand même la clé de voûte, je pense, hein, socialement, pour que l'islamisme s'installe. Nous avons observé que depuis quelque temps, vous étiez assez présent dans les médias, ce qui est pour nous très bon signe. En tout cas, peut-être que, alors, il y a peut-être un effet loupe de notre part puisque cette cause-là nous intéresse, mais pour ma part, j'observe qu'il y a des choses que vous dites et qui sont dites par rapport aux stratégies des islamistes qu'on entendait peu avant, ou alors il fallait creuser pour l'entendre. Et on est content d'observer que dans des médias dits mainstream aujourd'hui, votre voix, elle est là. Alors moi j'ai envie de croire qu'on est à un tournant dans la lutte contre l'islamisme. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, d'abord, je vous remercie de m'avoir invité. J'ai pas eu l'occasion de le faire quand on échangeait. Merci de me proposer de discuter avec vous. C'est la première fois que je vais échanger avec des ex-musulmans dans le cadre d'un échange, sorte de conférence ou d'entretien, même si j'ai déjà eu l'occasion de le faire, bien sûr, dans le cadre privé. Alors après, pour me situer un petit peu rapidement, je suis moi-même ex-musulman. Tout à l'heure en off, hein, avant l'enregistrement, quand vous vous êtes présenté, je me suis reconnu dans votre parcours, dans votre vécu. Moi-même, enfant, dans les années 80, adolescent, à partir de la fin, milieu des années 80, voilà, j'ai vécu aussi cette évolution non pas de l'islam. L'islam est une religion, on en pense ce qu'on en veut, hein, voilà, on en discutera d'ailleurs, je pense, mais l'évolution de son interprétation et de l'importance qu'on accorde, non pas à la spiritualité, mais à la forme identitaire de l'islam. C'est pas donc la même approche de l'islam que nos parents, quand on est français d'origine maghrébine, que nos parents quand ils sont arrivés en France. Et c'est vrai qu'à partir des années 90, j'ai vu cette évolution de la manifestation dite religieuse qui se faisait à travers l'interprétation extrémiste de l'islam, d'où l'expansion de la visibilité du voilement des femmes dans le pays, et pas que en France, hein, ça peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter, mais aussi ailleurs, et parce que tout est interconnecté. L'islamisme est une idéologie totalitaire qui est mondiale, qui n'a pas vocation à s'arrêter aux frontières, et les migrations aidant, notamment dans les années 60-70 en France, les musulmans étaient plus nombreux en France et les islamistes ont considéré que, puisqu'ils sont plus nombreux, l'Europe devient une terre de conquête, une terre à conquérir, d'abord à travers les musulmans eux-mêmes, puisqu'ils considèrent que les musulmans ne sont pas suffisamment pratiquants à leurs yeux, et ensuite que ça déborde sur le reste des sociétés. Donc moi, j'ai vu cette évolution. Je n'avais pas encore cette réflexion que je viens avoir maintenant, mais je constatais par mon vécu personnel. Donc, vous avez dit tout à l'heure que j'ai dit des choses que vous trouviez intéressantes dans ce que je pouvais dire dans les médias, parce que, et vous vous en doutez, ce n'est pas simplement le fruit d'une recherche intellectuelle, c'est aussi du vécu. C'est quand on est issu de cette culture, quand on vient de ce milieu-là, on a des choses, on a des connaissances, on a des sentiments, des sensations que personne ne peut connaître à part nous. Et donc, c'est justement l'approche que je voulais avoir, c'est-à-dire quand j'ai vu cette évolution dans les années 90, quand j'ai vu le développement du voile et l'accélération du phénomène dans les années 2000, c'est une des raisons qui m'avait poussé à m'investir dans la création du mouvement Ni pute ni soumise. Je m'investissais donc cette fois-ci en tant que militant. J'avais pu voir l'évolution aussi dans ma carrière professionnelle puisque je travaillais dans le socio-culturel dans les quartiers populaires. Voilà, j'avais le constat, mais j'avais des explications par rapport à mon vécu personnel, mais c'était pas suffisant. J'avais besoin d'avoir du recul et de comprendre pourquoi
maintenant? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas après? Pourquoi le voile? Pourquoi tout ça? Et puis ensuite, moi qui étais croyant, j'ai jamais été pratiquant, mais j'étais croyant. Je me suis demandé, je me suis posé des questions, comme vous avez dit aussi tout à l'heure, hein, j'ai voulu comprendre les choses, pourquoi les monothéismes, comment et quand sont venues les religions et tout ça. Et effectivement, en me posant des questions, en cherchant des réponses philosophiques, historiques, archéologiques, théologiques, tout ce qu'on veut, euh, j'ai compris que Dieu n'existe pas, que c'est une construction humaine et qu'avoir un ami imaginaire est utile psychologiquement pour plein de raisons, et notamment la principale, c'est à l'origine, hein, c'est la peur de ce qu'il n'y ait rien au-delà de la mort. On a besoin d'être rassuré et de trouver des explications simples à des situations compliquées qui font souffrir psychologiquement, comme la perte d'un être cher, comme une catastrophe climatique, comme tout ce qu'on veut. Voilà. Donc j'ai fait ce cheminement, je dirais, spirituel pour arriver justement à comprendre que la spiritualité religieuse est un leurre. Euh, et donc j'ai eu d'abord, dans un premier temps, un rejet absolu de l'islam. Franchement, j'en pouvais plus. J'en ai tellement, vous savez ce que c'est, j'en ai tellement pris plein la tronche. D'abord par ma non-pratique et ensuite encore pire par mon athéisme, que j'avais un rejet total et absolu de l'islam. J'avais même une haine des musulmans, vraiment. Avec le temps, c'est paradoxal, mais avec mes recherches sur l'islamisme et la laïcité, j'ai appris à tempérer mes opinions, à nuancer et à accepter aussi que des gens puissent avoir un ami imaginaire, puissent croire en Dieu, au Dieu des arbres, à Zeus, au Dieu monothéiste, tout ce qu'on veut, et que c'est le fait d'accepter de croire et de ne pas croire. Et j'ai aussi découvert un islam qui est plus spirituel, qui est plus progressiste. Alors ça m'a pas fait redevenir croyant, mais ça m'a réconcilié avec ma culture, mon autre culture qui est la culture maghrébine et la culture musulmane. Voilà, donc ça c'est la démarche personnelle et c'est tous ces ensembles-là qui m'a poussé d'abord à militer et puis ensuite à écrire des articles et puis un livre sur le sujet, notamment le voile. Et si je suis un peu plus présent aujourd'hui dans les médias, c'est tout bête, hein, c'est parce que j'ai décidé de venir à Paris, vivre à Paris, à cause de ça. Justement pour être mieux entendu, j'ai fait un choix de vie parce que voilà, la France est telle qu'elle est. Pour pouvoir être entendu par les médias, il faut être disponible sur Paris. Et c'est le cas depuis quelques mois. Et c'est pour ça que je suis un peu plus présent en faisant un peu du porte-à-porte. Et aujourd'hui, voilà, on me connaît un peu plus et on m'appelle plus souvent pour parler de ces sujets. C'est important que justement cette voix soit portée au-delà des voix classiques sur le sujet qui restent dans des choses un peu intellectuelles et parfois qui disent des choses erronées. Voilà, désolé pour cette longue présentation. Non, non, très bien, très c'est très bien. Moi, j'aimerais juste, excuse-moi, Mia, pour rebondir sur ce que Monsieur Sanjay a dit au début, lire un extrait de sa biographie disponible sur son site internet, Naim Bestanji. Donc, en rapport avec le voilement dans les quartiers, donc je cite, j'ai constaté le flicage grandissant pour surveiller ceux qui font le ramadan ou pas. J'ai vu les comportements des garçons vis-à-vis des filles changer, puis des filles entre elles. J'ai vu certaines adolescentes venir de moins en moins souvent aux activités parce qu'elles devaient rester à la maison pour s'occuper des petits frères. J'ai constaté l'évolution vestimentaire de certaines qui ont opté pour le survêtement et se comporter comme les garçons pour pouvoir s'affirmer un minimum, quand d'autres ont opté pour le hijab, voire le voile intégral. J'ai vu la question de la réputation prendre de plus en plus d'importance, cette réputation familiale que seule la fille porte sur les épaules, et dont le voile est apparu comme un label officiel des bonnes mœurs. J'ai vécu la difficulté de plus en plus grande de proposer des activités mixtes aux adolescents. J'ai été confronté aux conséquences souvent graves pour une jeune fille du mythe de la virginité au mariage. J'étais confronté au refus de certains de mes partenaires professionnels d'engager des actions éducatives sur la mixité et égalité des sexes pour ne pas froisser les familles. Donc, je vais pas tout citer, je m'arrête là, mais vous savez sûrement de quoi je parle. Donc voilà, donc vous avez vraiment été au cœur de ce qui se peut passer dans certains quartiers ou banlieues qui connaissaient ce phénomène-là, Monsieur Bestanji. Oui, je l'ai vécu et comme nous tous, hein, tous ceux qui sont nés ou qui ont grandi en France. Et j'ai vu aussi l'évolution en Tunisie. Je suis d'origine tunisienne. Et j'ai pu comparer, j'ai pu voir un peu ce qui se passe ici et là-bas.
et c'est ça qui m'a particulièrement inquiété. C'est vrai que finalement, la présence de ce qu'on considère être l'islam se fait la plupart du temps à travers le corps des femmes et à travers les relations garçon-fille. C'est-à-dire que le patriarcat, c'est quelque chose d'intrinsèque aux religions monothéistes. C'est vraiment fondamentalement ancré. La différence avec l'islam et l'interprétation extrémiste de l'islam, c'est que cette religion n'a pas fait ce qu'on appelle son aggiornamento, c'est-à-dire une réforme théologique de la religion à travers des outils, des concepts plus modernes. Ce qu'a dû faire le christianisme, elle ne l'a pas fait de bon cœur, elle y a été contrainte. Ce qu'a fait aussi, d'une certaine manière, le judaïsme. Je ne parle pas des orthodoxes, je ne parle pas des extrémistes chrétiens. Je parle de la religion en tant que telle. Alors que l'islam n'a pas fait ce travail et ne peut pas le faire pour l'instant parce que la théologie est dominée par les islamistes. Cette vision donc archaïque de l'islam est imprégnée de l'époque où l'islam est apparu et notamment le patriarcat. Et les islamistes, c'est ce que j'arrête pas d'expliquer, c'est que les islamistes sont d'abord des obsédés sexuels avant d'être des obsédés de la religion. Et pour eux, la religion n'est que le prétexte pour réguler leur obsession sexuelle, puisque la religion est patriarcale. Donc le patriarcat est là pour réguler leurs ardeurs. Et donc, qui dit patriarcat dit que la responsabilité de cette gestion des mœurs dans la société repose sur les coupables, c'est-à-dire les femmes. Donc, il faut séparer les garçons des filles au maximum, il faut éviter toute tentation, soi-disant, quand la mixité quand la mixité, on n'a pas le choix d'avoir une mixité, à ce moment-là, il faut avoir un apartheid à la fois symbolique et matériel qui est le port du voile. Voilà, ce n'est pas les hommes qui mettent un voile sur leurs yeux, ce sont les femmes qui doivent le porter sur leur tête. Donc, et tout ça m'a révolté, en fait. Et je ne suis pas devenu plus féministe, c'est que j'ai toujours été comme ça, mais que cette fibre-là, laïque et féministe, s'est mieux révélée par rapport au fait que la visibilité qu'on dit être religieuse et donc patriarcale et sexiste était de plus en plus visible. Donc je l'ai vécu en France et aussi en Tunisie. Et paradoxalement, le voile est d'abord apparu en France, le hijab s'est d'abord développé en France avant d'être développé en Tunisie. Et il y a plein de raisons à cela que je développe dans mon livre. Et c'est tout ça qui m'a paru inquiétant, parce que ce qui m'a paru encore plus inquiétant, c'est que la façon d'appréhender ce sujet, ce problème par la société française, elle peut se partager en 3 blocs. Il y a le bloc dans lequel je me reconnais, c'est-à-dire laïque, de gauche, mais aussi ça peut être de droite, sur des valeurs d'universalisme, d'égalité des sexes, d'émancipation et tout ce qu'on veut. Ensuite, vous avez une frange, c'est l'extrême droite, qui là a basculé du racisme anti-maghrébin à la discrimination anti-musulmane. Donc, il parle moins d'arabe, entre guillemets, parce que c'est pas, peut-être on en discutera, mais il n'y a pas d'arabe au Maghreb, ce sont des Amazirs, des Berbères. Merci de préciser cela. Merci beaucoup. Voilà. Et donc, il y a moins d'arabes. Le racisme qui s'exprime, c'est plus un racisme direct contre les Maghrébins, mais ça passe par le biais de la lutte anti-musulmane. Et donc là, à travers la religion, en affirmant l'identité judéo-chrétienne, c'est aussi l'ethnie des Maghrébins, l'immigration qui est visée. Et enfin, le troisième pôle, et c'est celui-ci qui m'inquiète le plus parce qu'il influence le deuxième qui est l'extrême droite, c'est l'aveuglement, voire la complaisance, voire même le soutien d'une partie de la gauche à l'islamisme. Considéré comme une pratique musulmane normale, une piété visible à respecter. Voilà. C'est une vision qui est raciste puisque c'est une vision qui essentialise tout le monde, c'est-à-dire que pour eux, de facto, on est tous musulmans, même ceux qui sont ex-musulmans, et qu'en plus, on est assigné à la frange extrémiste de l'islam qui serait un islam un peu conservateur, mais c'est pas grave, ça passe. Voilà. Ça, c'est une vision qui est héritée de la période coloniale et qui considère que tous les musulmans sont pareils et que il faut que la religion puisse être visible, comme les chrétiens ont la croix, par exemple, alors qu'en islam, il n'y a pas de signe religieux, puisque
que l'islam, par rapport au christianisme, rejette tout fétichisme matériel. Donc, il n'y a pas de visibilité extérieure par rapport à la religion. Mais les Occidentaux ont besoin qu'il y ait une visibilité, et qui proposent cette visibilité, si ce n'est les intégristes. Donc, il y a ces trois pôles-là. Ce dernier a une conséquence sur le deuxième, puisque l'extrême droite est entretenue par l'islamisme. Les islamistes, ils sont d'extrême droite sur le plan politique. Donc les deux extrêmes droites se nourrissent l'une de l'autre, et la frange de la gauche qui soutient l'extrême droite musulmane nourrit de facto l'extrême droite nationaliste, puisque cette frange de la gauche effraie la population française, en tout cas une bonne partie de la population française, qui voit des islamistes et qui voit le voile se développer, et qui voit en plus une partie de nos élus politiques et des associations dites antiracistes soutenir cet extrémisme-là. Donc, moi, j'essaye de mon humble niveau, de poser des repères par rapport aux termes utilisés comme le terme islamophobie, de les démonter et de montrer que la sémantique est un enjeu fondamental, que la lutte intellectuelle, elle passe d'abord par là. C'est pour ça que, par exemple, quand les islamistes préfèrent utiliser le mot foulard plutôt que le mot voile, c'est pas un hasard. Le voile n'est pas un foulard. Les deux n'ont rien en commun. J'explique pourquoi dans mon livre. Mais utiliser foulard, ça permet de rendre le voile plus acceptable, de faire appel à l'inconscient collectif de la culture française sur les fameux foulards de nos grands-mères, comme on dit, etc. Et le terme islamophobie aussi, qui est le synonyme de délit de blasphème, mais qu'on essaye de faire une forme de racisme, et dire en plus racisme anti-musulman. Or, si on parle de racisme anti-musulman, ça veut dire que l'islam est une ethnie. Ça veut dire qu'on est tous musulmans de naissance, et qu'il y a donc impossibilité de pouvoir en sortir. Ça veut dire que la lutte contre les discriminations envers les musulmans ne relève plus de la laïcité, mais des lois contre le racisme. Ça veut dire que, pour les musulmans, la liberté de conscience devient caduque. Si on considère que l'islamophobie est une forme de racisme, c'est-à-dire la critique, la moquerie de l'islam est considérée comme une atteinte aux musulmans en tant qu'individus, alors c'est une ethnie, alors les musulmans n'ont plus la possibilité de choisir ou pas d'être musulman, la liberté de conscience devient caduque, la laïcité ne les concerne plus. Voilà, donc c'est ça quand on étudie les termes, et c'est ça qu'il faut expliquer parce que c'est particulièrement grave. Et cette notion d'islamophobie qui est issue, qui a été développée, instrumentalisée par l'extrême droite musulmane pour des raisons politiques et de communication, est récupérée par une bonne partie de la société française par inconscience des termes, et par une partie de la gauche par une forme de tolérance condescendante et méprisante vis-à-vis de ce que nous sommes, c'est-à-dire de culture musulmane, même si on est athée, et des croyants musulmans. Voilà. Certains d'entre nous relatent, comme ça des anecdotes où des personnes qui n'ont rien à voir avec la culture musulmane sont déboussolées en fait de voir quelqu'un d'origine maghrébine, origine musulmane, ça veut rien dire, comme vous dites, c'est pas une ethnie, mais des gens qui assument leur apostasie. Ça sème la confusion chez des personnes mais c'est pas possible, tu peux pas ne pas être musulman en fait. On nous a relaté pas mal de moments comme ça en fait, tellement cette idée que c'est une ethnie, en fait être musulman c'est une ethnie, a fait son chemin en fait dans la société. C'est ça, et ça c'est une des victoires de l'islamisme actuellement. Et puis oui, vous comme moi, on a plein d'anecdotes. Il y a encore pas si longtemps, il y a quelques semaines, je suis allé déjeuner dans un grand centre commercial en banlieue parisienne, et le serveur, la jeune femme qui m'accompagnait est très typée maghrébine. Donc elle est athée, et donc on a commandé des crêpes. Elle avait commandé crêpes lardons ou jambon, un truc comme ça. Et le serveur la regarde et il lui dit « mais vous savez qu'il y a du porc ». Voilà. Et là, elle, tout naturellement, moi j'étais tellement choqué que j'ai pas su quoi répondre. Et elle a dit oui, je sais. Et puis après, j'en ai discuté avec elle et je lui ai expliqué que elle aurait dû lui dire et alors, c'est quoi est-ce que vous diriez ça à une blanche? Est-ce que vous feriez cette remarque à quelqu'un d'autre? Pourquoi vous me le dites à moi? De quel droit? Parce que la personne pense bien faire. C'est pas méchant. Elle pense bien faire, mais c'est ce que j'appelle une forme de condescendance, une forme de paternalisme et une essentialisation du fait que parce qu'on est d'origine maghrébine, on est forcément musulman. Voilà. Donc ça, c'est en France. Donc imaginez, vous imaginez, donc vous imaginez au Maghreb, ou en Turquie, ou ailleurs dans des pays à majorité musulmane.
Et c'est ça qui est particulièrement inquiétant. Particulièrement inquiétant que ça puisse se produire en France. Si ça se produit en France, comment dire, je connais des Maghrébins athées en Tunisie, en Algérie, et ils m'ont tous dit, mais en France, voilà, ce qui se passe nous choque parce que cette condescendance, cette tolérance entre guillemets vis-à-vis de l'intégrisme musulman, bah, nous on en paye le prix aussi ici. Oui, c'est peut-être qu'on est à un moment où on va s'apercevoir de la globalité du problème parce que, comme je faisais allusion tout à l'heure à la décennie noire, à l'époque, enfin moi je l'ai vécu, je suis partie, j'ai eu la chance de pouvoir partir et de me réfugier en France durant la guerre civile, mais pour la partie que j'y ai passée, bon, les réseaux sociaux et Internet n'existant pas à ce moment-là, en tout cas, on a vécu à huis clos cette première expérience, en fait, qui était une version, moi j'ai une version un peu soft de Daesh, dans le sens où c'était pas l'État qui institutionnalisait la charia, mais le chantage dans lequel la population était prise, et que même si les lois n'ont pas été votées, il y a des personnes qui sont mortes parce qu'elles ne sont pas voilées, qu'elles n'ont pas cédé au chantage, et la résistance, ça consistait à continuer de se lever le matin et d'aller enseigner quand on était prof, quoi. Et c'est pour ça que quand il est arrivé ce qui est arrivé à Samuel Paty, comme je vous disais, la question c'était quand est-ce que ces choses-là vont arriver, parce que en Tunisie, le parallèle avec la Tunisie il est intéressant, mais il y a un héritage en Tunisie qui fait que peut-être le voile n'a pas fait le même type d'installation qu'il y a eu en Algérie. En Algérie, dans les années 80, c'était les débuts, mais on n'a pas cet héritage de Bourguiba et tout ça, quoi. Et en fait, on était un peu le laboratoire, et les islamistes terroristes, qui étaient considérés comme des opposants politiques, avaient trouvé refuge en France. Parce que eux, ils avaient le droit à l'asile politique, ils étaient persécutés. Mes professeurs d'université qui ont été assassinés, ou d'autres, des journalistes, ou tout type d'intellectuels, ou juste des personnes qui avaient une certaine notoriété, parce qu'à ce moment-là, tout le monde était une victime potentielle, n'étaient pas persécutés par le gouvernement, donc n'avaient pas cet accès-là à l'asile politique. Et quand ces gens-là, les islamistes, sont venus s'installer en France, pour nous, il était évident qu'ils allaient continuer leur combat en France. Mais en fait, ils ont eu quartier libre. Moi, c'est l'impression que j'ai eue, qu'on est pas mal à partager. C'est c'est comme si ce danger-là, et là je retrouve le côté un peu paternaliste que vous disiez là tout à l'heure, c'est des problèmes de là-bas, quoi. L'islamisme, c'est un problème des musulmans, en fait. Mais c'est vraiment ignorer l'idéologie et ses ambitions, en fait. Oui, parce que c'est pas qu'une impression. Vous avez raison, hein. C'est moi-même, hein, quand j'ai étudié le phénomène, et donc j'ai lu aussi des bouquins de personnes qui ont écrit bien avant moi, tous le confirment, hein. La guerre civile en Algérie a joué un rôle fondamental, puisque les islamistes sont venus se réfugier en France, mais pas seulement de l'Algérie, hein, des Tunisiens aussi, parce que une des raisons pour lesquelles le voile est apparu plus tard qu'en France, c'est effectivement l'héritage Bourguiba, mais c'est aussi la dictature de Ben Ali. C'est-à-dire que en Tunisie, comme chez Kadhafi, comme chez Saddam Hussein, ou comme il s'appelait Moubarak et toutes ces personnes, c'est qu'ils jouaient avec le feu avec les islamistes. Donc, oui, comme c'est pas des démocrates, ils ont persécuté tous les démocrates laïcs. Donc, les partis politiques laïcs ont été éradiqués. Ils ont fait la même chose sur le plan politique avec les islamistes, mais ils les ont laissés faire sur le plan social. Ce qui fait que les islamistes étaient emprisonnés en Tunisie, mais parfois il y avait une forme de tolérance parce que voilà, la religion est quelque chose d'important dans la société, etc. Et donc, au fur et à mesure, des Tunisiennes ont commencé à porter le hijab, pas spécialement ou pas seulement par conviction religieuse, mais d'abord par défi au régime de Ben Ali. C'est pour ça que le voile a commencé à se développer à Tunis, en tout cas, le hijab au début des années 2000. Fin des années 90, début des années 2000, donc bien après la France. Et j'en connais, moi, qui me disaient, mais parce que c'est une façon d'affirmer mon identité et de défier le régime de Ben Ali.
Donc moi, j'avais beau essayer de leur expliquer qu'il y a d'autres manières de défier que de se soumettre au patriarcat et d'affirmer une forme de sexisme, etc. Mais bon, le travail des islamistes avait déjà commencé, donc je pouvais dire tout ce que je voulais, ça fonctionnait pas. Mais c'est comme ça que ça a commencé. Et les islamistes, si sur le plan politique, ils pouvaient pas trop s'exprimer, ils agissaient sur le plan social, sur le plan éducatif, et notamment une version de l'islam importé du Moyen-Orient. Et c'est comme ça aussi que les premiers abayas, les premiers niqabs sont aussi apparus en Tunisie. C'est quelque chose qui est complètement étranger à la culture tunisienne, puisque en Tunisie, le voile, c'est le safsari, le hayek aussi à certains endroits, et donc qui était en paire de vitesse, hein, c'était les femmes âgées qui le portaient. Et donc tous ces vêtements sont venus du Moyen-Orient, et aujourd'hui, on voit dans des reportages, et j'ai entendu des Tunisiennes, des jeunes filles, des adolescentes ou des filles de 20 ans, qui disent que si elles se voilent avec ces accoutrements-là, c'est parce que c'est leur culture. C'est la culture tunisienne. C'est-à-dire déjà qu'ils ont complètement évacué, ignoré leur racine berbère. Mais maintenant, ils renient même leur culture vestimentaire, etc., en disant que ce qui est là depuis 15, 20 ans ou 30 ans, c'est leur culture. Voilà. Et ça, c'est vraiment un travail de fond des islamistes, et parce que les islamistes sont très, très forts sur la communication. Ils sont vraiment incroyablement doués, et c'est ce qui explique aussi un peu la situation en France. Justement, en parlant de la communication des islamistes, est-ce que vous avez une opinion sur une forme de glamourisation du voile, justement, qu'on voit sur les réseaux sociaux actuellement, notamment sur TikTok? Donc, je ne sais pas si... Très bonne question. Hein. Ouais, c'est ça. Si TikTok, Twitter, toutes les réseaux sociaux. Ouais. Oui, justement, je détaille ce processus dans mon livre. C'est-à-dire que les théologiens islamistes sont contre ça. Certains d'entre eux, par contre, disent bon, c'est mieux que rien, entre guillemets, puisque ça fait le job. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que la prescription du port du voile n'est pas spirituelle. Elle est d'abord sexiste et patriarcale, elle est ensuite identitaire. Et eux, ils le disent texto. Hein. Là, je ne suis pas dans une interprétation ou une analyse. C'est que texto, ils disent que la femme musulmane est le porte-étendard de l'islam. Et que l'étendard de l'islam, c'est le voile. Certains disent, pas besoin de parler, le voile le fait pour nous. Le voile, par définition, c'est un outil prosélyte, puisqu'on le voit, c'est flagrant. Quand on voit une femme voilée, la première chose qu'on pense, on ne dit pas elle est de telle origine ou telle origine, on dit elle est musulmane. Voilà. Donc, c'est vraiment un outil prosélyte, et parce que aussi, les femmes qui portent le voile deviennent à leur tour des exemples pour celles qui ne sont pas encore voilées. Et c'est pour ça qu'on voit dans les quartiers, j'ai vu aussi dans mes recherches, que depuis pas mal de temps déjà, ce ne sont plus seulement des hommes prédicateurs qui expliquent ce qu'ils appellent les bienfaits du voile, etc. C'est aussi des femmes, par la visibilité, par le propos qu'elles peuvent tenir vis-à-vis de leurs copines, et par leur attitude. C'est-à-dire, comme les islamistes déclarent, ils expliquent que la femme voilée doit être comme ceci, comme cela, pour donner envie. Et donc, il y a des femmes qui sont souriantes, qui sont aimables, et donc qui séduisent d'autres musulmanes en quête d'identité, et qui, un jour ou l'autre, décident de se voiler. Et ces jeunes filles dont vous parlez sur TikTok, elles sont aussi de culture européenne. Et elles ont grandi au XXIe siècle avec les outils de communication. Donc, elles adaptent le voile. Ce n'est pas, contrairement à ce que certains disent, oui, mais elles vont vers l'émancipation comme ça. Non, elles sont allées vers le rétrograde. Donc, elles ne vont pas vers l'émancipation. Elles n'étaient pas voilées au départ. Donc, elles vont vers le passé, elles vont vers l'archaïsme. Mais elles essayent d'aménager le patriarcat, non pas en défonçant les murs, non pas même en allant ouvrir la porte dont la clé, c'est la laïcité. Il y a la clé dans la porte, elles ne veulent pas y aller, elles vont juste repeindre les murs, elles vont juste un petit peu réaménager les pièces, mais c'est tout. Elles vont aménager le patriarcat, le rendre fashion, mais ça reste le sexisme et le patriarcat. Donc, elles le mettent d'une enveloppe moderne et fashion, mais le fond reste exactement le même. Elles se considèrent comme des objets sexuels tentateurs qui doivent être cachés pour ne pas exciter les hommes. Donc après, elles vont quand même, quand je dis qu'elles réaménagent la pièce, c'est-à-dire qu'elles vont par exemple mettre des boucles d'oreilles, se maquiller, arborer des couleurs un peu flashy, des couleurs plutôt chatoyantes, pardon. Et ça, les prédicateurs, surtout salafistes, détestent ça. Donc, c'est d'ailleurs, et je l'entends dans leur discours, ils disent bon, mes sœurs, c'est vrai, vous portez le voile, c'est bien, mais quand même, il faut arrêter. D'ailleurs, il y en a un qui dit, c'est Nader Abou Anas, il m'a fait rire, un néo-salafiste, qui a dit en fait, votre voile, il est tellement mal foutu qu'il faudrait un voile sur votre voile.
Il faudrait porter un voile sur votre voile. Voilà. Et j'ai trouvé cette formule excellente. Il a raison. Mais ça reste quand même, c'est pas, ils ont peur de perdre ces filles-là, mais c'est pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'elles intègrent le discours de tous les Nader Abou Anas, mais à leur manière. Donc, si vraiment elles s'émancipaient, elles enlèveraient leur voile. Donc, et ce qui est inquiétant, c'est que ces filles-là, effectivement, deviennent des exemples à suivre. Je parlais tout à l'heure de celles qui sont des exemples pour les autres femmes. Là, avec les réseaux sociaux, c'est encore plus amplifié. En plus, elles savent se servir de leur smartphone, comment se filmer, faire de petits montages vidéo sympas. Et d'ailleurs, leurs vidéos, on peut aussi les mettre à côté d'autres sur TikTok, des prédicateurs qui font des courtes vidéos pour expliquer aussi avec des arguments sexistes et patriarcaux en quoi le voile est formidable. Et donc, ces filles-là deviennent des exemples pour d'autres filles. Et ce qui est choquant, c'est que moi, j'ai fait l'expérience, j'ai créé mon truc TikTok, j'ai posté un truc pour la journée de femmes sans voile qui est en juillet, journée de femmes sans voile, et ben, j'ai eu des dizaines de commentaires de jeunes adultes ou d'adolescents qui étaient particulièrement choqués par mon propos. Ils ne comprenaient pas comment est-ce qu'on peut dire un truc pareil. Parce qu'ils n'ont pas d'autres discours. Ils ne vont pas regarder les chaînes d'information continue, ils ne vont pas lire la presse. Eux, ils s'informent que sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, c'est les islamistes qui dominent et une partie de l'extrême gauche avec des chaînes comme AJ+, des choses comme ça, qui vont dans leur sens. Ils n'ont pas un autre discours qui expliquerait pourquoi le voile n'est pas forcément quelque chose de bien, etc. Donc, et le danger, il est là. Et c'est vrai que donc ces filles-là font partie d'un écosystème islamiste, d'une nébuleuse islamiste, mais sans pour autant le savoir. La jeune fille, moi, j'ai pas fini encore parce que je bosse sur un truc là, sur le discours d'une jeune femme qui était avant sur Insta, sur TikTok, elle faisait des vidéos voilà, de mode, etc. Et puis un jour ou l'autre, elle décide de se voiler. Elle met carrément le djilbab, quoi. Même pas un hijab, le djilbab, et elle explique dans une vidéo pourquoi elle fait ça, qu'elle a supprimé toutes ses anciennes photos où elle portait pas de voile, où on voyait ses cheveux, et en fait, ses arguments sont mot à mot les mêmes que certains prédicateurs, mais mot à mot. Et pourtant, elle dit que c'est mon choix, c'est un cheminement spirituel, et voilà. Et le problème d'une partie de la gauche, et notamment d'une partie des féministes, c'est qu'elles n'interrogent pas comment s'est fait ce chemin spirituel. Moi, je l'ai fait. Je l'ai vu de l'intérieur, déjà, dans ma famille, mais j'ai aussi interrogé des femmes voilées. Et le cheminement spirituel, c'est pas quelque chose comme je me lève un beau matin et puis j'invente un truc que personne n'a jamais pensé, c'est que je vais porter un voile. Le chemin spirituel qu'elles invoquent, c'est justement par des lectures, par des conférences, par des prêches, par des discussions avec des femmes voilées, etc., qui les amènent à porter le voile. Donc ça vient pas comme ça. Et c'est là où elles font partie d'une nébuleuse, sans s'en rendre compte, elles font partie d'une chaîne, elles sont le bout d'une chaîne, d'une filiation idéologique qui peut remonter au wahhabisme, à Hassan al-Banna qui avait fondé les Frères musulmans. C'est la même ligne idéologique alors qu'elles ne le savent pas. Elles croient qu'elles sont dans la ligne idéologique du Coran et pas de ces prédicateurs ou de ces théologiens d'il y a un siècle ou d'il y a quelques années. Et c'est tout le danger et c'est tout l'enjeu aussi des explications qu'on doit fournir au-delà de l'athéisme ou des choses comme ça, mais justement d'apporter des informations, des outils intellectuels pour que ces jeunes comprennent, et puis surtout une partie de la gauche, parce que si aussi ces jeunes filles peuvent se le permettre, c'est parce qu'il y a une partie des féministes qui ne font pas leur job. Amia, tu voulais poser une question peut-être ou Flamèche? Non, parce que... vas-y, Flamèche. Vas-y, Flamèche. Juste, je voulais dire, oui, c'était clairement, je voulais rebondir sur ce que vous disiez sur une partie de la gauche. Quand on entend, quand on met la mini-jupe et le voile au même niveau dans l'émancipation du corps des femmes, selon moi, il y a un problème. C'est qu'on n'a pas compris ce qu'était le voile, en fait. Ben, c'est pour ça que, je suis désolé, hein, je parle plusieurs fois de mon livre, mais parce qu'en fait, tout ce qu'on dit est déjà dans mon bouquin. Et, de toute façon, on va en faire la promotion à la fin de la vidéo, vous inquiétez pas pour ça. Je ne m'inquiète pas, mais en fait, si vous voulez, c'est que j'avais déjà écrit plusieurs articles avant sur ces sujets-là, notamment la comparaison voile-mini-jupe, et c'est des choses que je développe parce que justement, je voulais écrire un livre sur le voile que j'aurais aimé lire
à l'époque, il y a 15-20 ans, je me suis intéressé à ce sujet. C'est-à-dire que je commence par expliquer qui je suis, pourquoi, quel est mon rapport à l'islam. J'explique mon parcours d'ex-musulman. Et puis ensuite, je pose le contexte. Qu'est-ce que l'islamisme, la guerre civile en Algérie, tout ça. Et puis ensuite, je démonte le Coran, les versets coraniques, pour démontrer que le voile n'est pas une prescription religieuse en islam. Ce n'est pas une prescription religieuse. Donc, comme ce n'est pas une prescription religieuse, comment les islamistes réussissent à instrumentaliser ces versets? Donc, j'explique comment ils font. Et ensuite, j'explique quels sont leurs arguments pour parler aux musulmanes d'aujourd'hui, pour les convaincre de porter le voile. Et donc, je démontre que tous leurs arguments ne sont que sexistes et patriarcaux. Il n'y a absolument rien de spirituel. C'est jamais arrivé dans aucun des discours, jamais, un argument spirituel pour justifier le port du voile. Ça n'existe pas. Et c'est normal, hein, le voile a été créé bien avant l'islam pour des raisons patriarcales. Hein. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Ensuite, je parle justement comment expliquer que des féministes soutiennent ça. Et là, je démontre tous les arguments, toutes les comparaisons. Voile mini-jupe, voile des nonnes, voile islamiste, le béret ou le sac à main, le voile serait un simple morceau de tissu, etc. Donc tout ça, je le démontre parce que c'est justement important de mettre ces féministes face à leurs responsabilités et que, en fait, pourquoi est-ce qu'elles font ça? Pourquoi elles font ces comparaisons? C'est parce qu'il y a un choix délibéré de ne pas savoir. C'est-à-dire qu'elles font de leur ignorance volontaire une forme de crédibilité. C'est-à-dire, je n'y connais rien, c'est pas mon affaire, je suis juste tolérante. Et ça, c'est dangereux parce que ça s'appelle l'obscurantisme. Et que ces féministes-là démontent, alors pour reprendre leur terme, le patriarcat blanc, démontent tout le patriarcat, vont remonter jusqu'à la petite enfance pour savoir pourquoi est-ce qu'on attribue la couleur bleue pour les garçons, la couleur rose pour les filles, pourquoi les garçons préfèrent jouer aux voitures et les filles à la poupée. Elles vont décortiquer tous les mécanismes pour lutter contre le patriarcat. Quand une femme battue va dans une association de défense des droits des femmes, qu'elle dit, voilà, je suis battue par mon mari, mais je ne veux pas le quitter. Je l'aime, je ne veux pas le quitter, il va changer. Si on reprenait le raisonnement des féministes intersectionnelles qui défendent le port du voile, on dirait à cette dame, ok, c'est votre libre choix, qui sommes-nous pour vous dire ce que vous devez faire, vous avez raison, retournez auprès de votre mari violent. Non, les féministes vont démonter le processus psychologique qui amène une femme pour comprendre pourquoi est-ce qu'une femme violentée par son conjoint, parfois, souvent, veut rester avec lui. Parce qu'il y a une forme d'emprise psychologique qu'on sait aujourd'hui déconstruire. Et c'est comme ça que les associations féministes peuvent mettre des projets et des dispositifs en place pour aider les femmes violentées. Là, pour le voile, il n'y a rien. On se contente uniquement du discours produit par les militantes qui le portent. C'est tout. Et toute volonté de comprendre ce qui se cache derrière, de décortiquer le processus, ce qu'ils appellent le cheminement spirituel, tout ce qui se cache derrière, pour elles, c'est hors de question parce que ce serait empêcher les femmes de se voiler. Voilà. Et c'est ça le plus grand danger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les islamistes, ils n'ont plus besoin de bouger sur le plan politique, ou beaucoup moins qu'avant, parce qu'une partie de la gauche s'en charge. Moi, sur le terrain, aujourd'hui, je suis plus confronté à des militants d'extrême gauche qu'à des militants islamistes. Les affaires Burkini, si ça a pris une telle ampleur, c'est parce qu'il y a des militants d'extrême gauche qui ont développé, qui ont entretenu ces actions-là, même si c'est parti de militants islamistes. Donc, et c'est ça le plus grand danger aujourd'hui, et notamment pour les ex-musulmans, parce que cette partie de la gauche qui est censée soutenir justement les athées, les croyants aussi par rapport à la laïcité, et donc dans la laïcité, il y a aussi les athées, on ne parle que des croyants, mais on ne parle pas de ceux qui ne croient pas, censés les soutenir, les aider, les accompagner face à l'obscurantisme religieux, ils préfèrent les écarter, voire s'opposer à eux pour soutenir une extrême droite religieuse. Ça, ce que je dis, ça a l'air aberrant, mais parce que dans leur esprit, c'est pas ça. Dans leur esprit, c'est on aide des musulmans qui sont discriminés, qui sont opprimés, face à des intolérants qui veulent les empêcher de pratiquer leur religion. Comme si c'était le rôle de la gauche de défendre les religions. Voilà. Et ça, je pense que c'est la chose qui m'inquiète le plus que l'islamisme. Parce que si une frange de la gauche n'aidait pas l'islamisme se développerait beaucoup moins. Alors, vous avez fait allusion à l'extrême droite, l'extrême gauche. Pour la petite anecdote, il n'y a pas beaucoup de gens impliqués en politique qui nous sollicitent, mais on est assez courtisés, nous les ex-musulmans, par des gens d'extrême droite, voire même on a eu il y a quelque temps une sollicitation directe de quelqu'un de relativement visible dans les médias. Et donc on a quand même osé nous expliquer que
Non, il n'est pas raciste. Cet individu n'est pas raciste. C'est juste qu'il est pour une suprématie. C'était quoi, Flamèche? La formule consacrée? Tu te Je souviens? crois que c'était pour la. Il y avait une histoire de La génétique. pureté. La Il y avait, pureté. il y avait un truc un peu avec la génétique. Voilà. Ouais, c'est C'était ça. pour La conservation, je pense, peut-être. ouais, oui, c'est quoi? C'était la conservation génétique française. C'est Voilà. ça, c'est ça. Une c'est ça. formule de ce type-là. C'est- Ça nous a. Moi, j'étais. Je sais. Bon, excusez-moi l'expression, mais j'étais sur le cul quand j'ai entendu ça. Je dis, mais c'est quoi ce délire? C'est-à-dire que cette Oui, oui. personne, pour nous séduire, a osé avancer ça pour dire que, mais non, la personne qui veut rentrer en contact avec vous et qui est relativement connue n'est pas raciste, elle est juste pour la pureté et la suprématie. Comme si nous, on était au service de cette idée-là, quoi. C'est vraiment. Mais c'est juste pour dire le silence assourdissant de l'autre côté. C'est pas faute je veux dire, moi, quand je communique sur les réseaux sociaux, je tague pas des gens d'extrême droite, quoi. Mais j'ai pas du tout de réaction des autres. Hein. Oui, Et c'est tout le problème, effectivement, c'est que ce terrain ayant été abandonné par une partie de la gauche, ben, c'est la droite, surtout l'extrême droite, qui s'en empare, mais pas pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que c'est pour des raisons identitaires, le suprémacisme judéo-chrétien, etc. Et il y a parmi leurs motivations, il faut aussi les entendre. Ça ne veut pas dire les excuser, il faut essayer de comprendre, comme il faut comprendre l'islamisme. Et il faut comprendre, c'est-à-dire que pour une partie de la population française, il y a le sentiment d'une perte de culture, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'il y a une perte de l'identité française. Et ce qui m'ennuie, moi, c'est qu'une frange de la gauche comprend ce sentiment d'une partie des musulmans, notamment les identitaires musulmans, en disant mais c'est normal, ils veulent conserver leur culture, pratiquer leur religion, etc. Et au Maghreb, eh ben, ils trouvent aussi normal qu'ils luttent, et on peut comprendre aussi hein, contre l'héritage colonial. Il faut réaffirmer ce qu'ils appellent l'arabité, donc déjà il y a une première erreur, l'arabité, etc. Mais quand ce sont des Français qui le font pour leur propre culture, là c'est assimilé à l'extrême droite. Quand des Algériens sortent leur drapeau, c'est vu comme une forme de patriotisme super sympa. Quand c'est des Français qui brandissent leur drapeau, c'est vécu comme c'est perçu comme du nationalisme. Et c'est tout le problème, c'est qu'il y a cette façon d'appréhender les thèmes, les sujets, les débats qui est déjà biaisée. Et donc, si on parle de culture française, ah bah ça y est, c'est les fachos. Ben non. C'est normal qu'un pays, qu'une société veuille garder son héritage culturel et qu'il y en a qui se battent pour ça. Et qu'effectivement, quand il y a des gens qui viennent d'ailleurs, on est en droit de leur demander de respecter la culture d'accueil. Ça ne veut pas dire que, et c'est toute la différence avec l'extrême droite, qu'il faut que les personnes qui arrivent renient, oublient ce qu'ils ont été, ce qu'ils sont, mais il faut trouver le bon dosage. Et il y a des choses qui relèvent de la sphère privée, d'autres qu'on peut exprimer. La loi de 1905 est là pour le réguler. Voilà, c'est tout à dosage. Donc moi, ce qui m'embête, c'est que dans les quartiers aujourd'hui, on se dit plus bonjour, on se dit salam alaikum en France. Et que toutes les phrases, il y a des mots en arabe, Inch'Allah, Wallah, Hakrabi, voilà. Et que pire que ça, c'est que salam alaikum, c'est même pas maghrébin. Moi, quand j'étais gamin, quand j'étais ado, en Tunisie, on disait Aslama. Et que dans les années 90, j'ai commencé à entendre des gens dire salam alaikum. Avant, personne disait salam alaikum. C'est venu progressivement parce que c'est d'abord la référence religieuse avant la référence de notre pays, de notre dialecte. Et donc, il y a aujourd'hui des gens qui font une forme de résistance linguistique en Tunisie et qui disent Aslama. Quand quelqu'un leur dit salam alaikum, eux, ils disent Aslama ou Beslama, pas alaikum salam. Voilà. Et donc, c'est ça qui est particulièrement inquiétant, c'est-à-dire que des gens qui sont français revendiquent une culture qui n'est pas française par réflexe identitaire. Et il faut comprendre pourquoi. Une des raisons, c'est parce qu'il y a un problème d'intégration, les discriminations raciales, le racisme en France, la ghettoisation dans les quartiers populaires, mais pas que. Parce que ce n'est pas qu'en France que ça se produit aussi ailleurs, ça se produit au Maghreb, comme je viens de l'expliquer, notamment à travers le voile et à travers des formules comme Salam alaikum. Donc c'est un problème qui est mondial. Mais le problème, c'est que on laisse, enfin,
c'est biaisé par le fait qu'on considère qu'il y a des sujets qui relèvent de l'extrême droite et d'autres qui relèvent de la gauche, ou je ne sais quoi. Et c'est ça qui est dangereux. Et l'enjeu, c'est justement que ces sujets soient repris par la gauche avec des idées et des valeurs de gauche, ou par la droite républicaine aussi, pour reparler de ces sujets, mais de façon, je dirais, universaliste et non pas nationaliste comme le fait l'extrême droite. Est-ce que je peux poser une autre question, les amis? Oui, bien sûr, vas-y. Oui, alors ça m'a interpellé aussi ce que vous avez dit sur le fait d'expliquer la signification parce que les personnes se font laver le cerveau, les jeunes filles qui finalement contribuent à cette nébuleuse. Et ça a résonné un petit peu avec les échecs de déradicalisation à l'époque où il en était question. Et puis ça résonne aussi avec les multiples confrontations, à l'époque où en tout cas personnellement j'avais l'énergie de faire ça, avec des personnes qui étaient convaincues que l'islam était la vérité, où tout ce qu'on amène qui est finalement historique, contextuel, pour dire il y avait des enjeux politiques, qu'il y a des interprétations, ce que vous dites vous sur l'aspect zéro spiritualité du voile, tout ça, et on se heurte à quelque chose qui a été conditionné, on est d'accord, sur plein de plans, la langue, la pratique, la rancune vis-à-vis de l'Occident, la dette, la culpabilité des Occidentaux, tout ce qu'on veut, et on se heurte à on peut rien amener de nouveau, c'est-à-dire que tout ce qui est nouveau, qui n'est pas dans la narration des islamistes, c'est faux. C'est un complot, évidemment. Non, il y a sûrement un problème d'interprétation ou de traduction. Ça aussi, c'est la baguette magique, problème de traduction. Alors, évidemment, quand on maîtrise l'arabe, ça ne marche pas forcément, ces arguments-là de faute de traduction, tout ça. Mais personnellement, j'ai abandonné les échanges par rapport à ça. Je sais que notre ami qui est avec nous, Anzal, lui, qui est très technique et qui a déchiffré de façon clinique, j'ai envie de dire les choses, se l'autorise ça. Mais personnellement, ce mur-là, en fait, comme si la pensée était en panne, et là ça me fait penser à Hannah Arendt qui dit que le mal se niche dans l'absence de la pensée. Moi, c'est ça que je vois et alors, le parallèle avec les femmes battues qui en redemandent quand elles sous emprise, je le fais souvent et je vous rejoins complètement là-dessus. Et du coup, c'est un peu une grande question. Qu'est-ce que vous préconisez? Parce que il y a une espèce d'étanchéité par rapport à l'historicité de l'islam et de sa construction, en fait, chez la plupart des musulmans qu'on côtoie. C'est vrai que moi, ce que j'ai remarqué, et depuis très longtemps déjà, c'est qu'il y a un mur, en fait. C'est-à-dire que nous, on fonctionne avec la raison, avec l'intellect. Eux fonctionnent souvent avec la répétition et l'émotion. C'est-à-dire que, notamment par exemple les salafistes, eux, ils parlent de science islamique. Mais qu'est-ce que c'est que la science pour eux? Et qu'est-ce qui fait la validité d'un propos? Ce n'est pas le contenu du propos en lui-même, c'est-à-dire le raisonnement, c'est la personne qui le porte. C'est-à-dire que, je ne sais pas moi, un imam salafiste va dire, en islam, il est interdit de faire ça. Je peux le prouver. Je peux prouver que c'est véridique, que c'est pas une croyance, que c'est la vérité, il y a la preuve. La preuve, c'est quoi? C'est que un tel l'a dit, rapporté par un tel, qu'il a rapporté par un tel. Et donc là, il remonte jusqu'à un théologien du Moyen Âge. C'est-à-dire que c'est le discours produit par une personne et la crédibilité de la personne qui fait la véracité d'un propos. Si la personne est reconnue comme ce qu'ils appellent les savants, c'est un savant, il a fait telle école à Médine, je sais pas quoi, il maîtrise l'islam, c'est un tel théologien, qui lui le rapporte même de tel théologien, de tel savant. C'est ça qui fait la crédibilité du propos, c'est pas le propos en lui-même. Je veux dire, il peut dire que les éléphants sont roses, c'est considéré comme vrai si telle personne l'a dit, qui est crédible, qui a une bonne réputation, qui est reconnue. Voilà. Et donc ça, ils appellent ça la science islamique.
Donc, face à ça, c'est compliqué. Quand des femmes m'ont dit que le voile est écrit dans le Coran, des arabophones, enfin des tunisiophones, je dirais, et qui maîtrisent mal l'arabe littéraire, elles me disent que c'est une prescription religieuse, c'est dans le Coran. Je leur dis, dis-moi où dans le Coran. Elles ne savent pas. Voilà. Elles disent que personne ne les influence, qu'elles s'appuient que sur le Coran, mais en fait, le Coran, elles le connaissent à peine. Et donc, elles me le disent en arabe, et moi, je leur dis que où tu peux me dire qu'il y a le mot voile, il n'y a pas le mot voile dans aucun des versets, et qu'il n'y a aucun verset qui dit que la femme doit cacher ses cheveux, machin. C'est la aura, comme vous savez, et qu'on se sert de ce flou, du flou du terme, pour dire que toutes les femmes doivent se cacher, que les femmes doivent, cacher tout leur corps. Et donc, effectivement, mais après on met le doigt dans un engrenage d'interprétation théologique qui devient compliqué à gérer. Au bout d'un moment, on tourne en rond, c'est le chat qui se mord la queue. Mais il y a souvenez-vous de la manifestation il y a quelques jours, un rassemblement en place de la République pour soutenir Hassan Iqiyoussen. Oui. Moi, j'y étais. Oui. Très bien. Il y a un gars, j'ai j'ai filmé, je ne sais pas si vous avez vu ça sur ma page Facebook, mais il y a un gars qui est un imam et qui fait pas mal de vidéos, qui a sorti un bouquin, il m'a sorti son bouquin et tout. Donc il me dit, Hassan Iqiyoussen, tout ce qu'on lui reproche, c'est faux. Et donc moi, je lui dis, si, c'est vrai. Il me dit, mais donnez-moi des preuves. Et je lui fais telle citation de telle conférence. Et il me dit, c'est faux. Il n'a pas dit ça. Et je dis, je viens de vous le dire, là, j'ai cité ces mots, c'est même pas, j'ai cité texto ce qu'il a dit dans telle conférence. Et il dit, non, c'est pas vrai. Pour lui, c'est inconcevable. Donc je dis, qu'est-ce qu'on peut discuter comme ça? Il n'y a rien à faire. Et sur les réseaux sociaux, c'est systématique. C'est-à-dire que on va me dire, mais c'est faux ce que vous dites. Je mets la source, je mets la vidéo, c'est pas moi qui parle, c'est Iqiyoussen qui parle, et c'est quand même faux. Voilà. C'est faux parce qu'il n'a pas voulu vraiment dire ça. Vous avez coupé ce qui est avant, ce qui est après. Et donc je dis non, j'ai coupé ce qui est avant, ce qui est après parce que ça concernait pas le sujet. Et je vous mets le lien de la conférence. Et Hassan Iqiyoussen, lui, de son côté, fait exactement la même chose pour se défendre. Il coupe ce qui est avant, ce qui est après pour regarder les phrases qui l'intéressent. Et là, les gens prennent ça comme preuve en disant vous voyez, ce que vous dites est faux. C'est-à-dire il n'y a pas de raisonnement intellectuel, c'est que de l'émotion. Et c'est ça tout le problème. L'enjeu, en fait, c'est de pouvoir créer une vraie discussion. Là, il n'y a pas de discussion possible. On marche sur deux chemins différents. Et donc là, c'est encore une fois, je reviens sur ça, mais c'est le rôle aussi de ceux qui ne sont pas musulmans pour rester sur le terrain de l'esprit critique et non pas sur le terrain de l'émotion, de la complaisance, de la compassion, parce que les islamistes sont dans une stratégie victimaire et qu'on tombe dans le piège. Et c'est tout le problème. Et c'est pour ça que l'étude de la sémantique, c'est la première chose à faire. C'est-à-dire déconstruire le terme islamophobie, déconstruire le terme foulard. Parce que même l'imam en question, il me dit les femmes qui portent le foulard, je fais non, elles portent pas un foulard, elles portent un voile. Il me dit mais c'est pareil. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Le foulard n'a pas la même taille qu'un voile, c'est pas du tout les mêmes fonctions, c'est pas porté pour les mêmes raisons. Le voile se porte en permanence par le foulard, etc. Le voile vient du latin velum. Et voilà, j'explique tout ça dans mon bouquin. J'ai fait exprès de détailler tout ça pour montrer la dangerosité de se tromper dans les termes. Et parce qu'on se trompe dans les termes, on en arrive à toutes ces confusions. Quand, par exemple, on parle d'islamisme radical, ça veut dire quoi? Qu'il y aurait un islamisme modéré? Est-ce qu'on parle de nazisme radical sous-entendant qu'il y aurait un nazisme modéré? Non, l'islamisme est par définition radical. Après, il y a l'islamisme politique, donc c'est-à-dire on s'investit en politique pour faire avancer ses idées, et il y a l'islamisme djihadiste, c'est-à-dire qu'on utilise la violence pour faire avancer ses idées. Mais l'idéologie est la même. Donc, il n'y a pas un islamisme. Parce que quand on parle d'islamisme radical, le gouvernement qui utilise ce terme, c'est pourtant ce même gouvernement qui a dissous le CCIF. Le CCIF, c'est quoi? Islamisme radical ou islamisme modéré? Pourtant, le CCIF n'a jamais posé de bombe. Donc, c'est tout le problème, c'est-à-dire l'usage des mots. Et il faut pouvoir mettre les mêmes choses derrière les mêmes mots. Parce que parfois, j'ai remarqué dans les discussions, on utilise des mots et chacun campe sur ses positions parce qu'on n'a pas les mêmes définitions. Le mot respect, il y a la définition islamiste et il y a la définition Larousse. C'est pas la même chose. Donc quand ils disent oui, mais nous, l'islamophobie, c'est le terme qui est bon et on n'est pas contre la critique de l'islam. Et moi, je rajoute 3 petits points, sauf quand on critique l'islam. Vous n'êtes pas contre la critique, sauf quand on critique. Voilà. Et j'apporte des exemples et je leur dis. Et surtout des gens qui sont non musulmans qui parlent d'islamophobie, quand on leur donne des exemples précis, c'est ça qu'il faut faire, c'est les exemples précis. Ok, si je dis que le prophète Mohammed est un pédophile, est un chef de guerre, un génocidaire, bon, moi, c'est pas ma pensée. Hein.
Voilà. Mais d'autres pensent, et ils vont s'appuyer sur des sources historiques ou la culture, comment on appelle ça, la tradition musulmane, pour argumenter. Donc ça se débat. On discute de ça. On peut considérer qu'il est pédophile, on peut considérer qu'il ne l'est pas, mais ça relève de la discussion, du débat. Donc si on considère qu'il est pédophile, c'est quoi? C'est islamophobe ou pas islamophobe? Par définition, c'est islamophobe, puisque c'est une critique, une phobie de l'islam. Mais les personnes qui disent c'est islamophobe vont considérer que c'est une atteinte aux musulmans parce que les musulmans vont se sentir offensés. Et donc, il faut savoir ce que tu veux. Tu viens de dire que tu es pour la critique de l'islam. Et maintenant, tu me dis que non. Voilà, il faut donner des exemples précis à chaque fois. Le libre choix, pareil, la définition du libre choix. Il n'y a pas de libre choix dans le port du voile. Ça n'existe pas, le libre choix dans le port du voile. Donc, mais il faut définir ce qu'est le libre choix. Pour ne pas... Allez-y, finissez. Non, c'est ça. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, justement, c'est de déconstruire tous ces termes en donnant des exemples précis. Voilà, un dernier petit exemple, c'est ce que je dis dans le livre, c'est que c'est comme si on avait quelques femmes qui sont au bord d'un précipice. Vous avez un groupe d'hommes qui est en face et qui leur dit écoutez, mesdames, venez vers nous. Vous serez nourris, logés, blanchis, vous pourrez vivre super bien, mais à la condition que vous soyez voilés le reste de votre vie parce que vous nous êtes soumises. Ou alors, vous pouvez sauter dans le précipice et vous écraser comme des crêpes. Vous êtes libre de choisir. Voilà. Donc, parmi elles, vous aurez des femmes qui vont dire ah bah ouais, moi je me vois direct, hein, et puis après c'est normal, ils ont raison les gars. Ouais, moi je suis inférieur aux hommes, ça a toujours été comme ça. Donc il n'y a pas de problème. Et d'autres qui vont dire, quelques autres qui vont dire bon, j'ai pas le choix, mais je l'accepte. Voilà, je consens à m'y soumettre parce que j'ai envie de vivre bien ici et puis surtout j'ai envie de gagner ma place au paradis. Et puis vous en avez une minorité qui elles vont dire non. Je n'ai rien à foutre, ma liberté n'a pas de prix, je saute. Ce sont elles les féministes. Ce sont elles les féministes, pas les autres. Voilà. Pour ne pas, avant de te laisser poser d'autres questions, Mia, pour ne pas tomber dans le hors-sujet rapidement, puisqu'on vient juste d'en parler, vous pourriez donner un avis global, mais vraiment synthétique, sur l'affaire Iqiyoussen, s'il vous plaît? Parce que vous avez beaucoup intervenu sur ça dans les médias, etc. Donc, oui. Oui, et on m'a justement contacté parce que, j'aurais encore dessus, désolé, mais il y a une partie du bouquin, le hasard, fait que c'est consacré à Hassan Iqiyoussen. Oui, alors Hassan Iqiyoussen, c'est un prédicateur, c'est pas vraiment un imam, parce qu'il n'a pas fait de prêche, à ma connaissance, dans les mosquées. C'est un prédicateur de l'idéologie des frères musulmans. Certains disent qu'il est proche des frères musulmans, c'est faux. Encore une fois, l'importance des termes. Il n'est pas proche, il est l'incarnation de l'idéologie des frères musulmans. Il se revendique lui-même, il l'a dit texto, il soutient Hassan al-Banna, il trouve Hassan al-Banna formidable. Saïd Qutb, l'idéologue le plus violent de la confrérie, il le trouve formidable. Il cite constamment Youssef al-Qaradawi, et pour cela, il s'oppose d'ailleurs aux salafistes. Donc, il a souvent critiqué les salafistes en défendant les frères musulmans. C'est pour ça que certains le perçoivent comme un musulman libéral ou je ne sais pas quoi. Là. Il se définit lui-même de l'islam du juste milieu. C'est vraiment l'expression clé des frères musulmans. C'est quoi l'islam du juste milieu? Parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un à droite, quelqu'un à gauche, donc dans les extrêmes, pour se dire du juste milieu. D'un côté, il y a les salafistes, les djihadistes, qui, dans les frères musulmans, se reconnaissent sur le plan idéologique, sur le plan de l'approche de l'islam, mais pas sur les méthodes. Et de l'autre côté, il y a les musulmans progressistes, dont les frères musulmans rejettent tout. Donc d'un côté, les salafistes sont des musulmans qui se trompent de méthode, de l'autre, vous avez les traîtres. Voilà. Et les frères musulmans disent que c'est cela le juste milieu. Voilà. Et donc Hassan Iqiyoussen s'inscrit vraiment là-dedans. Et là où il est très fort, c'est qu'il a fait comme Tariq Ramadan, c'est-à-dire qu'il peut tenir un propos le lundi et dire l'opposé le lendemain. Il peut dire, même au sein de la même conférence, être très contradictoire. Et une chose qui m'avait interpellé, c'est qu'il peut justifier la violence et puis à la fin dire, de toute façon, l'islam est une religion d'amour et de paix. Voilà. Donc, il peut dire qu'il est pour l'égalité des sexes, pour le respect des femmes, mais il considère que la place de la femme est à la cuisine, que le paradis de la femme, c'est au pied de son mari, etc. etc. Un dernier exemple qui est très fort, hein, c'est vraiment typique des frères musulmans, et c'est là encore une fois l'importance de la sémantique, et Hassan Iqiyoussen en a conscience, c'est qu'il dit qu'il est pour la mixité. Donc tout le monde dit, voilà, le gars, il est pour la mixité. Mais dans une conférence, il explique ce qu'est la mixité pour lui. Donc, il fait la distinction entre promiscuité et mixité. La promiscuité, pour lui, c'est, je le cite, une femme à ma gauche, une femme à ma droite, on est proches les uns des autres, c'est haram, c'est pas bien. Par contre, la mixité, c'est quoi? C'est qu'on peut être dans la même pièce,
Mais les hommes devant, les femmes derrière, ou les hommes à droite, les femmes à gauche, là c'est halal. Et donc après, il peut dire au grand public qu'il est pour la mixité. Voilà. Donc, et ça, c'est Hassani Hussein. Alors, il professe depuis des années. Sa particularité, c'est qu'il avait créé sa chaîne YouTube et qu'il est suivi par des centaines de milliers de personnes et qu'il a une influence considérable parce qu'il a fait le tour des mosquées et que même si son public en face de lui est peu nombreux, le fait que ce soit capté en vidéo, que ce soit diffusé sur Internet, amplifie son message. Et il s'inscrit dans un écosystème islamiste où il a une influence énorme parce qu'il avait aussi fondé les Jeunes Musulmans de France, qui est une antenne satellite des Frères musulmans, etc. Donc, c'est un homme qui est particulièrement dangereux. Il y a des conséquences réelles de son discours. Le Burkini en est une. Il ne défend pas le Burkini. Lui, il défend la séparation des sexes. Mais il considère que les piscines sont un enjeu politique. Et il a proposé des éléments de langage à sortir pour faire avancer faire avancer son idéologie, notamment non pas en usant de la violence, mais en négociant. Parce qu'il dit, voilà, ce sont des règles, elles sont faites par des hommes, elles peuvent être défaites par des hommes. Donc vous asseyez à la table des négociations et puis vous dites que c'est ma philosophie personnelle, vous n'employez pas le mot religion, que c'est ma pudeur, etc. On a retrouvé exactement ces éléments de langage dans l'association Alliance Citoyenne qui mène les actions Burkini à Grenoble. Voilà. Donc l'influence d'Hassani Hussein, elle est colossale. Après, bon, il y a eu toute la polémique autour de ça parce que le ministère de l'Intérieur a voulu médiatiser son expulsion et tout ça, donc c'est un peu parti en vrille. D'ailleurs, il a disparu, le gars, hein, on suppose qu'il est en Belgique. Voilà, disons qu'il est révélateur de l'influence politique de l'islamisme en France. Et bien sûr, évidemment, il défend une approche politique de l'islam. Il a théorisé dans des conférences comment militer politiquement en tant que musulman et qu'un des outils matériels, c'est le voile. En tout cas, on a eu de la part de Tarek Obro la confirmation qu'il n'y a pas de différence entre islam et islamisme à l'occasion de la fuite d'Iqiyoussen. Parce que bon, il a expliqué qu'il n'était pas proche du tout de son beau-frère. Oui, il s'est désolidarisé de son beau-frère, totalement. Oui, alors des années qu'il ne l'a pas vu et de toute façon, islam et islamisme, c'est pareil. Alors si vous avez regardé, effectivement, je ne sais pas si vous avez vu que cet extrait-là ou l'émission en entier, parce que j'étais sur le plateau à BFM, et que après, j'ai rebondi sur ce qu'il a dit en disant qu'en tout cas pour moi, s'il y a différence entre islam et islamisme. J'ai expliqué pourquoi, et qu'effectivement, là, j'étais interloqué, on était plusieurs sur le plateau, on a été surpris certes, il ne soutient pas son beau-frère, mais quand même, il explique et puis il ne fait pas de distinction entre islam et islamisme, etc. Et c'est là que j'ai demandé à prendre la parole et j'étais assez choqué de son propos. Mais bon, après tout, Tarek Obro, il ne s'en cache pas, hein, c'est un héritier des frères musulmans, même si aujourd'hui il reconnaît que le port du voile n'est pas une prescription religieuse, il reste quand même idéologiquement affilié aux frères musulmans, quoi. Il nous a offert un bon moment quand même avec cette déclaration. Mais du coup, la manifestation, donc pour clore avec la thématique Hassani Hussein qui a été faite dernièrement, vous en pensez quoi? Moi, j'ai trouvé certains propos qui ont été tenus par certaines femmes qui ont eu la parole assez choquants quand même. Elles avaient vraiment le discours quasi anti-républicain, etc., très séparatiste en tout cas. Nous contre eux, la fameuse binarisation de la société, c'est nous contre eux. Ils nous, en voulant expulser Hassani Hussein, ils veulent nous faire du mal. Il y a ce sorte de aussi sentiment de persécution qui vient s'ajouter dans le discours, et avec quelques notions de mots d'arabe que certains francophones ne doivent pas capter, ne doivent pas avoir compris, mais que moi j'ai compris. Beaucoup de verbiage islamiste plutôt, on comprend très bien le sens de ces mots-là. J'aimerais bien savoir ce que vous avez pensé de cette manifestation. Moi, je l'ai trouvée très inquiétante, honnêtement. Bien qu'il n'y avait pas de millions de gens dehors, faut pas non plus exagérer, extrapoler les choses, mais le petit noyau qu'il y avait, voilà, personnellement, m'inquiète un peu. Voilà. Pour moi, ils vivent en guerre. Le discours qu'ils avaient, surtout une en particulier, elle avait un discours de guerrier, de eux contre le reste du monde, quoi. Elle a même dit que c'était un devoir en tant que musulman d'être là. Voilà, elle commence s'est improvisée presque Moufti à déclarer que c'était un devoir d'être là en tant que musulman dehors cette journée pour militer contre l'expulsion de Hassani Hussein. Voilà. Donc on va bien avoir votre avis.
Déjà, c'est vrai que quand elle dit c'est un devoir, et que les autres aussi, certains qui sont succédés, ont dit un peu les mêmes choses, vu le nombre de musulmans qui étaient présents, on peut dire que les musulmans, entre guillemets, en avaient rien à se tirer de ce qu'elle dit, quoi. C'est vrai que beaucoup disent, oui, mais les musulmans modérés ou progressistes, on les entend pas. Ben ouais, mais on les a pas entendus non plus pour soutenir Hassani Hussein. Et ils sont pas déplacés en masse place de la République. Après, ça veut pas dire qu'il y a aussi peu de monde qui soutient Hussein, c'est pas ça. Mais pour cet acte militant être présent, moi j'étais là ce jour-là, quand il y avait à peu près 200 personnes, quand on enlève les journalistes, quand on enlève les militants laïcs qui étaient là comme moi pour observer ce qui se dit, et quand on enlève les militants d'extrême gauche, il reste plus beaucoup de musulmans. Il devait rester 30 ou 40. Hein. Donc déjà ça c'était assez révélateur. Ensuite, par rapport aux propos qui est tenu, il y en a une, oui, il y avait une femme avec des lunettes de soleil, et puis une autre avant elle, elle m'a fait penser à Marwan Mohamed. L'ex du CCIF. C'est-à-dire que, pas seulement dans les mots, parce qu'effectivement, les mots victimaires, etc., habituels, mais aussi dans le ton de la voix et l'expression du visage. C'était vraiment, moi, ça m'a surpris, c'était Marwan Mohamed avec un voile, quoi. Et ça, c'était inquiétant. Mais encore une fois, pour moi, ce qui était plus inquiétant, et ça confirme ce que je disais tout à l'heure, c'est que il y avait une partie de l'extrême gauche. Moi, j'étais là, et on m'a interpellé. Certains m'ont reconnu. Et c'est pas des islamistes, c'est des militants d'extrême gauche. J'ai été alpagué par des militants d'extrême gauche. Ce sont les personnes qui ont été virulentes avec moi, ce sont des militants d'extrême gauche. Voilà. Et que, bon, eux, ils sont un peu à la ramasse. Hein. C'est même plus une question d'idées ou d'islamisme ou de gauche ou de droite, n'a rien à voir. C'est vraiment humainement, ils sont assez particuliers, ils sont en totale incohérence, ils se définissent comme islamo-sionistes, prétendent lutter contre l'antisémitisme, mais soutiennent un antisémite, prétendent être féministes, mais comme elle a dit à la tribune, quand elle est montée avec le micro, il peut dire ce qu'il veut dans sa mosquée, moi je fais ce que je veux lui mars, je m'en fous. Voilà. Donc, ça m'a fait peur, ça. Ouais, mais en fait, eux, c'est un groupuscule d'extrême gauche. Je vais même pas mentionner le nom de leur truc, mais ils sont quoi? Ils sont 2, ils sont 3. Donc, mais encore une fois, la visibilité fait que ça donne du crédit. Et voilà. Donc, c'est eux qui m'ont reconnu, qui m'ont alpagué, j'ai été assez secoué d'ailleurs par leur façon de me parler, parce que j'ai pas l'habitude. Voilà. Après cette manifestation, elle n'a pas fait du bruit après, à part ce mec qui a parlé de Charlie Hebdo, qui lui a débarqué comme ça. Il n'était pas prévu pour prendre le micro. Mais parce que Perspective Musulmane, qui a organisé ce truc, n'a pas trouvé d'intervenant. Il y avait personne qui voulait se déplacer, il y avait personne de la France Insoumise qui était là ce jour-là. Donc voilà, alors pour 2 raisons. D'abord parce que c'était organisé par une structure à consonance religieuse. Et puis surtout, c'est parce que, et je suis content d'y avoir un peu contribué à mon humble niveau, c'est les conséquences de leur présence à la manifestation de novembre 2019. Donc ils s'en sont pris plein la tronche dans leur présence à cette manifestation en novembre 2019 contre l'islamophobie. Donc là, ils y ont réfléchi à 2 fois. Voilà. Donc cette manifestation, elle n'a pas de conséquences particulières. Par contre, elle révèle un petit peu de l'état de l'appréhension de ce sujet par la population musulmane qui n'est pas venue et par le désarroi des organisateurs de cette manifestation, même s'il y avait Elias Dibzalen d'Islam et Info. Voilà, donc il y avait quand même des gens, des leaders entre guillemets de l'islamisme en France qui étaient là, et ils n'ont pas fédéré. Alors s'il y avait le CCIF qui existait encore en France, le CCIF aurait été là, peut-être qu'il y aurait plus de monde, parce qu'ils ont le réseau, ils savent comment communiquer. Mais voilà, c'est pas le cas. Ça a été relayé par Faiza Ben Mohamed, sur les réseaux sociaux, par des militants islamistes qui ont des dizaines de milliers de personnes qui les suivent sur les réseaux sociaux, et pourtant, il n'y a rien eu. Et c'était qu'à Paris. Je crois qu'il y avait eu un autre ou 2 autres rassemblements en France, mais qui n'ont rassemblé personne. Donc, ils n'ont pas pu mobiliser. Après, ça ne veut pas dire que l'islamisme est en recul. Ça veut dire que les personnes sont plus prudentes dans la manifestation de leur soutien à cette idéologie. Je pense aussi. Donc, pour un peu, pour rattacher un peu les wagons avec la thématique, mais en restant sur l'histoire de Hassani Hussein, moi, je ne sais pas si vous l'avez interprété comme ça, mais moi, j'avais l'impression qu'il y avait quand même une instrumentalisation des femmes dans cette histoire, parce que lors du rassemblement, l'essentiel des intervenants étaient des femmes, dont une bonne partie étaient voilées, voire très voilées.
Et donc, on a l'impression quand même, voilà, que les musulmans, quand ils sont un peu dans la tourmente ou quand ils sont dans le combat, envoient les femmes aujourd'hui en France en première ligne. Et c'est un peu la même chose avec l'histoire du Burkini à Grenoble, parce que bon, pourquoi avoir envoyé des femmes pour revendiquer Merci. d'un autre Fabrice. vêtement que la norme autorisée dans les piscines municipales en France, alors qu'on aurait pu envoyer des hommes, parce que la raoula des hommes, elle n'est pas compatible non plus avec le règlement des piscines municipales. J'allais en parler. Oui. Merci Flamèche. Cette problématique à la piscine de Grenoble, parce que il y a une très grande contradiction, puisque l'islam interdit la mixité, mais ça les dérange pas de faire l'impasse pour ça, pour mettre en avant pour mettre en avant le vêtement islamique. Tout est dans une bataille de la visibilité. Là, on le voit clairement. Ils sont prêts à un peu se faire un pincement au cœur en laissant de côté certaines prescriptions pour mettre en avant tout un projet, voilà, toute une stratégie. C'est ce que je vois en tout cas. Oui, alors d'abord, c'est pas les musulmans qui envoient les femmes, ce sont les islamistes. Voilà, et qui sont aussi musulmans, hein, mais ce sont les extrémistes musulmans qui envoient les femmes et non pas les musulmans dans leur ensemble. Oui, excusez-moi. Tous les musulmans ne sont pas d'accord avec ça, même d'ailleurs des islamistes ne sont pas forcément d'accord avec ça, non pas sur le fond, mais sur la forme. Après, par rapport au fait de mettre des femmes en avant, c'est la manifestation place de la République l'autre jour, mais ça s'inscrit dans l'islamisme politique. L'islamisme politique, je l'ai dit tout à l'heure, le porte-étendard de leur idéologie, c'est les femmes. Et l'étendard de leur idéologie, c'est le voile. Donc, depuis plusieurs décennies, pas depuis la création des frères musulmans, c'est venu après, mettent des femmes en avant parce qu'ils ont compris qu'il n'y a rien de mieux que de mettre des femmes en avant pour faire de l'antiféminisme et pour faire avancer leur idéologie. Le corps de la femme est le porte-étendard et leur étendard, c'est le voile. Le voile est leur cheval de Troie politique. Donc, forcément, quand il y a des manifestations comme ça, c'est les femmes qui sont mises en avant. Forcément, quand le CCIF s'exprime, ou le CCI aujourd'hui, vous voyez leur photo de couverture sur leur page Facebook ou sur leur compte Twitter, c'est une femme voilée. Donc, le voile, c'est leur outil politique par excellence. Après, ça ne veut pas dire que systématiquement, quand on dit qu'on envoie des femmes, c'est des hommes qui envoient des femmes. Ce n'est pas un projet forcément structuré où on dit à chaque fois, voilà, toi tu vas aller là-bas, non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne par l'adhésion à l'idéologie, c'est-à-dire par le formatage. Il y a d'abord les prédicateurs, les théologiens, avec leurs conférences, leurs bouquins, tout ce que vous voulez, leurs prêches, qui convainquent des femmes de se soumettre, qui convainquent des femmes de venir les porte-étendards. Et ensuite, en fait, c'est comme les attentats. Je ne parle pas de la méthode, hein, je parle du raisonnement. C'est-à-dire que les attentats, souvent, Daesh et tout ça, ne sont pas prévus par une unité centrale qui dit toi tu vas faire ci, toi tu vas faire ça. Ce sont des initiatives personnelles. Et ces initiatives personnelles se revendiquent de la structure centrale qui est Daesh. Et ben le voile c'est pareil. C'est-à-dire que ce sont des initiatives, des actions qui sont menées individuellement ou par des groupes autonomes parce qu'elles ont été formatées par une idéologie et ensuite elles se revendiquent de cette idéologie. Mais ce n'est pas la confrérie des frères musulmans ou des salafistes qui vont dire à ces femmes tu vas faire des actions burkini. À Grenoble, l'action burkini est d'abord partie d'une militante islamiste, je l'avais révélé à l'époque, qui est une disciple des frères musulmans. Sur sa page Facebook, elle avait porté le deuil de Mohamed Morsi, elle avait créé une cagnotte pour Tariq Ramadan, ses arguments pour le voile sont typiques des frères musulmans, etc. Donc c'est une militante islamiste issue de l'idéologie des frères musulmans. Et parce qu'elle est de cette idéologie-là, elle a décidé de porter ce combat dans les piscines. Et d'ailleurs, pour le burkini, vu que ce n'est pas que les théologiens islamistes ne reconnaissent pas le burkini, contrairement à d'autres actions pour le voile, le burkini n'est pas soutenu par les instances, n'est pas soutenu par l'UEIF, aujourd'hui musulman de France, n'est pas soutenu par Tariq Ramadan, n'est pas soutenu, voilà, parce que pour eux, le burkini, ce n'est pas suffisant. Mais il y a des militants islamistes, il y a des prédicateurs qui considèrent que le burkini, c'est bien, parce que c'est une étape intermédiaire, parce qu'ils ont compris que les demandes d'horaires séparés, tout de suite, c'est trop tôt. Ils ont essayé, ça ne fonctionne pas. C'est refusé. Ou alors c'est accepté, puis après c'est supprimé. Et maintenant, il n'y a plus personne qui accepte ça. Voilà. Donc, il faut une étape intermédiaire qui est la suivante, c'est qu'il faut faire comme dans la rue. C'est-à-dire, il a fallu que le voile se développe dans la rue pour qu'il y ait une forme de banalisation, de normalisation par la visibilité. Et à travers cette normalisation, on peut demander des revendications. Et il faut la même chose pour les piscines. Il faut que les gens s'habituent
Et d'ailleurs, Alliance citoyenne l'a reconnu sur Facebook que cette association n'est pas contre les horaires séparés. Mais c'est trop tôt. Donc il faut d'abord que le burkini soit accepté et dans quelques années, toujours avec les mêmes arguments de ma liberté religieuse, mon corps, mon choix, je ne sais pas quoi, de demander les horaires séparés. Voilà. Et ça, c'est mené par des groupes autonomes de femmes. Voilà. Et c'est des femmes toutes seules et soutenues par une partie de la gauche qui mènent ces actions-là. Voilà. Mais quand disent oui, mais les théologiens ne reconnaissent pas le burkini, ça veut bien dire que le burkini n'est pas islamiste. Bah si, d'abord parce que celle qui a créé le burkini est une militante islamiste et qu'elle a fait valider sa création par un dignitaire musulman d'Australie qui a reconnu ça comme islamiquement acceptable. Donc c'est bien qu'il y ait une connotation religieuse et que le burkini, c'est l'adaptation du voile à la baignade. Et le voile est une prescription des théologiens islamistes. Donc le burkini transpose dans le milieu aquatique les prescriptions des théologiens salafistes et frères musulmans, qui est une étape intermédiaire, à défaut d'avoir des horaires séparés, ou comme le dit Sadiq Hussein et d'autres, à défaut d'avoir nos propres piscines à nous, pour l'instant, on n'a pas le choix. Donc soit on a des horaires séparés, soit au pire le burkini. Mais encore une fois, tous les théologiens, très peu de théologiens considèrent le port du burkini comme acceptable. Par contre, des militants politiques considèrent que c'est une bonne chose. Bon. Eh ben, c'est pas mal tout ça. Oui, bien sûr. Après, il y a de quoi continuer. Finalement, j'ai d'autres questions. Donc, juste rapidement pour faire un point, du coup, oui, le burkini a été effectivement créé par une militante australienne d'origine libanaise, si je me souviens bien. Voilà, et du coup, il a bien évidemment une connotation islamique, puisque c'est, comme vous l'avez dit, une sorte de retransposition du voile ou du niqab presque enfin le niqab c'est encore autre chose, je suis trompé de terme, mais en tout cas vers le vêtement de baignade. Mais comment expliquer ça? Mais le problème c'est que si imaginons qu'il y aurait des piscines islamiques avec donc des horaires rien que pour les femmes, techniquement ce vêtement deviendrait halal à l'habillement. Ces femmes-là auraient le droit de le porter. C'est juste qu'il n'y a pas toutes les conditions réunies pour que ce vêtement puisse être acceptable, théologiquement parlant. Mais disons que si les femmes étaient entre elles, elles n'auraient pas besoin de porter le burkini. Elles se baigneraient en maillot de bain. C'est vrai. Puisqu'elles sont entre elles. Oui. Et puis d'ailleurs, encore une fois, là où la sémantique est importante, même à la lettre près, c'est-à-dire que beaucoup écrivent burkini avec un K. C'est-à-dire que ce serait une sorte de bikini un peu couvrant. Alors qu'en fait, non, burkini, il faut l'écrire avec un Q. Parce que c'est la burqa adaptée à la baignade. C'est plus burqa que bikini. Donc, ça va jusque-là. Donc, il faut vraiment être vigilant. Et pareil, pour des gens qui disent ouais, il y a des femmes en burqa en France. Il n'y a pas de burqa en France. Il y a des niqabs. Oui, il y a des djellabs, mais il n'y a pas de burqa. Le burqa, c'est en Afghanistan, c'est la grille sur le visage. Donc, tout ça, c'est important. Le tchador, c'est en Iran. Il n'y a pas de tchador en France. Donc, oui, parce qu'en fait, il y a le voile a plusieurs déclinaisons en fonction de l'endroit où il vient et en fonction de ce qu'il couvre. Voilà, il couvre carrément le visage, la tête, les mains. C'est ça. Et la façon dont il couvre, le niqab couvre les mêmes parties du corps que la burqa, mais la présentation, la forme est différente. Et c'est vrai qu'après, nous, au milieu de ça, pour revenir un petit peu à la thématique de votre groupe, c'est comme les ex-musulmans peuvent se faire entendre, quoi. C'est tout l'enjeu. Comme je l'ai dit, ça passe par la sémantique, mais aussi comment dire, de s'investir aussi dans des associations de lutte contre le racisme. Alors c'est clair que au début les gens ils vont pas comprendre, ils vont traiter les ex-musulmans de fachos comme d'habitude, mais il faut faire comprendre à ces associations, il faut aller militer dans des associations comme les islamistes les ont infiltrés. Mais la différence, c'est que les islamistes les ont infiltrés par hypocrisie, avec des arrière-pensées, mais pas par sincérité. Alors que les ex-musulmans, eux, les investiraient par sincérité parce que c'est vraiment le lieu qui est là aussi pour les défendre. C'est-à-dire que les ex-musulmans étant discriminés au sein de leur communauté, victimes parfois violentées, comme peuvent l'être des homosexuels, la place
les associations qui doivent les prendre en charge, qui doivent les représenter, qui doivent les défendre, c'est des associations comme SOS Racisme, comme d'autres associations, le MRAP ou je sais pas quoi, qui sont censées lutter contre toutes les discriminations. Et puis aussi, et surtout, les associations féministes. Dans les associations féministes, il y a très peu d'ex-musulmans, d'ex-musulmanes qui savent de quoi ils parlent, de l'intérieur et tout ça. C'est le planning familial, par exemple, est phagocyté par le féminisme intersectionnel qui est influencé par l'islamisme. Donc, il faut pouvoir aussi réinvestir ces associations et apporter un contre-discours, ne serait-ce que par l'expérience. Et comme eux sont plus sensibles à l'émotion qu'à la raison, et de dire, ben voilà, mais moi j'ai vécu ça dans ma chair, faire en fait de son corps et de sa vie un argument, comme les islamistes font de leur corps et de leur vie un argument pour se victimiser. Voilà. Et l'enjeu passe par là. Et c'est aussi de militer pour la laïcité. La laïcité, c'est le meilleur outil, c'est le meilleur rempart. En France, on a la chance d'avoir cette laïcité-là. C'est le meilleur outil et le meilleur rempart. Ah, tout à fait. Juste rapidement, tout à l'heure, vous avez évoqué AJ+. Vous en pensez quoi d'AJ+, justement? C'est pas un bon outil, justement, de la part des Qataris frères musulmans pour faire avancer leur agenda? Si, justement, c'est que AJ+, donc, est une émanation d'Al Jazeera. C'est une chaîne numérique financée par le Qatar. Et quand on regarde cette chaîne, donc c'est très racialiste, intersectionnel. Voilà, donc ça peut parler d'homosexualité, ça peut parler de choses comme ça, LGBTQI+, je sais pas quoi. Donc c'est très intersectionnel pour justement, à travers ça, faire passer certaines idées islamistes. Et c'est ça la force des frères musulmans aussi, c'est de pouvoir s'allier avec des gens qui ne sont pas du tout dans leurs idées. C'est un peu comme, je sais pas moi, si des gens de gauche faisaient par stratégie alliance avec l'extrême droite, par exemple. C'est que ils vont soutenir, enfin, ils vont accepter, les islamistes, les frères musulmans, vont accepter le soutien d'homosexuels, d'associations gays, etc. La manifestation contre l'islamophobie en novembre 2019, c'était ça aussi. Il y avait des militants d'extrême gauche, des militants pour les droits LGBT, de lutte contre l'homophobie. Mais quand il y a la Gay Pride, quand il y a des manifestations contre l'homophobie, les islamistes n'y vont pas, évidemment. Il n'y a aucune femme voilée dans la Gay Pride. Donc, et AJ+, c'est un peu ça. C'est-à-dire que pour faire passer les idées politiques de l'islamisme, en y allant vraiment progressivement par petites doses, on noie ça dans une forme de fausse tolérance. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'AJ+ parle très peu du Qatar, de ce qui s'y passe, parle pas d'islamisme, parle pas de tout ce que de ce que moi j'écris. On rentre pas dans cette ligne-là. Et AJ+, là où elle réussit sa mission, c'est que l'influence des médias comme Mediapart ou comme le Huffington Post, etc. Alors que moi, j'y ai pas ma place. Moi, ils m'inviteront jamais. Je corresponds pas à leur image stéréotypée d'un habitant des quartiers populaires d'origine maghrébine, de culture musulmane. Je colle pas à leurs stéréotypes. Donc, ils m'inviteront pas, quoi. Et le problème aussi, c'est qu'il n'y a pas le pendant d'AJ+. Il n'y a pas une chaîne universaliste qui fonctionne comme AJ+, ça n'existe pas. Et ça, c'est la faute aussi, et c'est ce que j'arrête pas de dire au courant des associations laïques, etc. Ils fonctionnent encore comme dans les années 80, quoi, avec des listes de diffusion, des mailings, voilà, donc ils fonctionnent à l'ancienne, quoi. Ils sont pas sur TikTok, par exemple. Donc, et c'est tout le problème, c'est qu'on laisse aussi le champ de la communication à ces gens-là, aux islamistes et aux racialistes, et les universalistes, les laïcs ont du mal avec ces outils. Et c'est une des raisons qui explique que les jeunes sont plus présents, adhèrent plus à ces idées à la fois islamistes et une laïcité version anglo-saxonne, plutôt qu'à l'universalisme et à la laïcité version française. Et c'est tout le problème. Moi, dans mes conférences, je le vois aussi. Quand j'ai le public que j'ai en face de moi, la moyenne d'âge, c'est plus de 40 ans. Et puis il y a pas mal de personnes du troisième âge, alors que les islamistes d'un côté, et puis aussi les Rokhaya Diallo, les gens comme ça, eux, leur public, c'est la vingtaine. Donc ils touchent mieux la jeunesse, et parce qu'ils ont compris que c'est ça la cible, c'est eux l'avenir. Et que les islamistes, justement, les frères musulmans, contrairement aux salafistes qui ont une vision à court terme, les frères musulmans, eux, considèrent qu'ils ont le temps. Et eux, ils veulent abolir la loi de 2004. Mais ils savent qu'ils ne peuvent pas l'abolir maintenant.
il compte sur la prochaine génération pour l'abolir. Et pour ça, il faut éduquer très tôt les musulmans et les non-musulmans pour supprimer la loi de 2004 dans 15 ans ou 20 ans. Donc les jeunes aujourd'hui qui adhèrent à cette vision anglo-saxonne, ce sont nos futurs élus, ce sont nos futurs députés. Et il y a de grandes chances, si on continue comme ça, que dans 15 ou 20 ans, la loi de 2004 et de 2010, c'est-à-dire sur le voile intégral dans la rue, soit supprimée, et voire même que la loi de 1905 soit modifiée suffisamment pour la rendre compatible avec l'islamisme. Ah, carrément, vous pensez que ça pourrait techniquement arriver, juridiquement, c'est une constitutionnellement? possibilité. Bah oui, Ouais. parce que encore une fois, les jeunes d'aujourd'hui sont nos élus de demain. Or, quand on écoute les jeunes d'aujourd'hui, une majorité d'entre eux ne maîtrisent pas ce qu'est le voile. Par exemple, un truc tout bête, ils ont grandi, ceux qui sont nés, même ceux qui ont 30 ans aujourd'hui, qui sont nés en 1990 par exemple, ils ont toujours connu, la plupart des musulmanes qui voient sont voilées. Alors que nous, on a connu les musulmanes dont aucune n'était voilée. On a connu l'islam sans voile. Eux, ils n'ont connu que l'islam avec voile. Pour eux, l'islam, c'est ça. Ça ne peut pas être autre chose. Donc forcément, ils ne comprennent pas qu'on puisse, pour eux, la laïcité et la loi de 2004, pour eux, c'est un obstacle, c'est un frein à la liberté, c'est liberticide. Donc ils comprennent pas du tout les choses. Et c'est pour ça que une fois qu'ils auront les clés du pouvoir, il y a de grandes chances que, alors pas tous, hein, mais de grandes chances que certains veulent supprimer 2004 et 2010 et modifier la loi de 1905. Mais le danger aussi, c'est que forcément, ça va favoriser l'extrême droite nationaliste. Et que si un jour l'extrême droite en France est au pouvoir, ce sera en grande partie, pas seulement évidemment, mais en grande partie en raison aussi de cette évolution-là. Parce qu'une partie de la population française est effrayée par cette évolution. Et là, l'enjeu, c'est que les ex-musulmans trouvent leur place et puissent se faire entendre, et évidemment en évitant de tomber dans l'excès du discours extrême-droitiste, je dirais, qui est le rejet des musulmans dans l'absolu, de ne pas faire la distinction entre les musulmans et l'islam, et entre l'islam et l'islamisme. Voilà, et qu'effectivement, on peut être athéophobe, déistophobe, on peut détester l'islam en tant que religion, et après, c'est des débats, hein, considérer est-ce que l'islam, c'est l'islamisme, c'est la même chose, etc. Ça relève du débat intellectuel. D'être quand même laïque, c'est-à-dire de considérer que même si moi je suis athéophobe, c'est une opinion personnelle, et que je ne suis pas pour la suppression totale et absolue de l'expression religieuse dans la rue, parce que voilà, il y a des gens qui veulent y croire. La loi de 1905, c'est pas ça. Et que si moi je veux qu'on accepte mon athéisme et qu'on respecte mon opinion d'athée, et que j'ai pas envie qu'on me saoule avec l'islam ou avec une autre religion, je dois accepter aussi que des gens puissent pouvoir croire et puis pratiquer leur religion comme ils l'entendent, mais dans un cadre de liberté qui est encadré par la loi de 1905, donc pas n'importe comment. Et je pense que c'est dans ce cadre-là que les ex-musulmans pourront mieux se faire entendre. Sinon, ils vont être assimilés à l'extrême droite et donc ils seront inaudibles. C'est pour ça qu'on insiste Exactement. souvent sur cet aspect-là des choses. Nous, ce qu'on veut, c'est normaliser d'être sorti de l'islam. On ne cherche pas à déconvertir des gens ou notre objectif, c'est vraiment de pouvoir être visible et exister, quoi. Par exemple, moi, ce qui m'avait choqué, c'est chez Hanouna, parce qu'à un moment donné, il avait fait confronter une jeune avocate. Je pense qu'elle se présente comme une militante musulmane et tout. Et elle, je sais pas si vous la connaissez, j'ai oublié son nom, excusez-moi. Et en gros, ce qu'elle voudrait, elle est étudiante en droit. Et ce qu'elle voudrait, en tout cas, elle milite pour cela, c'est pouvoir défendre au barreau, donc au tribunal, en voile. Voilà, pour l'instant, c'est interdit. C'est pas conforme à la juridiction actuelle, mais elle voudrait militer pour ça. Donc, on l'a confrontée à Majid Oukacha, qui est ex-musulman. Et justement, dans le plateau, ça riait, ex-musulman, là, c'est drôle, je savais pas qu'on pouvait être ex-musulman. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle invention? Ils étaient déjà en train de décrédibiliser cette notion-là. Et là, je me suis rendu compte que, aux yeux du public, ça va mal se passer. Si déjà on nous présente comme étant des gens anormaux, bizarres, comme si l'ex-musulman était une lubie, etc. Voilà. Oui, mais c'est parce que justement, ils n'ont pas l'habitude et puis il faut retourner leur truc. C'est-à-dire qu'eux se présentent comme des tolérants, mais ils rient dès que quelqu'un exprime une vision différente, une approche différente.
Je connais cette jeune femme voilée. Elle est dans la région lyonnaise, je crois. Et elle fait partie des petits pas. Elle fait partie des petits jalons de l'islamisme pour donner des coups de boutoir contre la République. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Elle n'est pas manipulée frontalement par des gens qui lui disent voilà, tu vas faire ça pour faire avancer notre cause. C'est qu'elle a été convaincue par une idéologie et c'est une initiative personnelle pour appliquer cette idéologie. Et en fait, elle rend à l'idéologie ce que l'idéologie lui a donné. Et elle nourrit donc cette idéologie pour faire avancer cette politique totalitaire. Elle se sert donc de son corps, elle se sert de sa tête pour faire avancer son idéologie. Il y a une part de sincérité en elle parce qu'elle considère qu'elle a besoin de plaider voilée. Mais elle ne va pas se remettre en question. Elle ne va pas se demander pourquoi est-ce qu'il lui est psychologiquement impossible de retirer son voile quand elle bosse. Après tout, si c'est un choix libre, donc elle peut le retirer n'importe quand. Donc c'est bien parce qu'elle ne peut pas le retirer que ce n'est pas un choix libre. Et que donc c'est bien pour cela qu'il ne faut pas autoriser ce genre de choses. Et que aussi son action est faite pour tordre le bras à la laïcité, pour amener la laïcité française vers une laïcité anglo-saxonne qui, elle, n'empêche pas les avocates de plaider voilées. Et que enfin, elle présente encore une fois ça comme l'expression d'une religion, de son expression religieuse, et une expression religieuse qui est opprimée par une société intolérante. Alors que le voile n'est pas religieux, il est d'abord sexiste. Et que c'est sur ce terrain-là qu'il faut aller. C'est qu'il faut arrêter d'aller sur le terrain de la laïcité qui a été choisi par les islamistes parce que d'oppresseurs, ils passent à opprimer. Puisque le voile serait interdit à tel endroit, donc on est opprimé. Mais si on est sur le véritable terrain du voile qui est le sexisme et le patriarcat, là, le voile devient leur talon d'Achille. Là, ils n'ont aucune chance. Or, considérer que c'est d'abord un sujet laïque, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la laïcité, qui est d'abord un bouclier pour protéger les femmes, se retourne contre elle. Puisqu'au nom de la laïcité, on peut aménager le sexisme et le patriarcat selon la loi de 1905, si elle interdit ou si elle autorise à tel endroit ou tel endroit. Le voilement des petites filles dans la rue, la loi de 1905 ne l'interdit pas. Et il y a des gens de gauche qui considèrent que puisque la loi de 1905 n'interdit pas le voilement des gamines, eh ben alors il n'y a aucune raison de l'interdire. Alors que pourtant, c'est d'abord une question de violence infantile, de maltraitance infantile, psychologique et physique pour les petites filles. Mais non, on va se réfugier derrière la loi de 1905 pour justifier ça. Donc, s'il y avait un accessoire vestimentaire qui stigmatisait une partie de l'humanité en raison de sa couleur de peau, qui aurait l'idée de faire appel à la loi de 1905 pour justifier le racisme? Personne. Donc, il n'y a personne aujourd'hui qui va trouver l'esclavage sympa parce que le Coran ne l'interdit pas. Non. Mais par contre, quand ça touche les femmes, là, c'est pas grave. Là, c'est la laïcité d'abord. Voilà. Et c'est ce qu'il faut montrer, c'est que cette femme avocate, elle défend d'abord le sexisme et le patriarcat. Si on lutte contre l'inégalité salariale, si on lutte contre toutes les formes d'inégalité envers les femmes, alors on ne doit pas accepter non plus ce genre de choses. Et bien sûr, la laïcité vient en appui. On ne peut pas écarter totalement la laïcité, puisqu'elle revendique la religion. Ça vient en appui, mais ça ne peut pas être le premier argument. Voilà. C'est par ces stratégies-là, je pense qu'on peut contrecarrer l'avancée de l'islamisme. Tu as des questions à poser? En tout cas, moi, ça répond au point que je voulais aborder, en tout cas à la fin, celui des perspectives et de ce que vous préconisez. Donc, voilà. Hein. Pour moi, déjà, pour parler moi personnellement à mon échelle, dans le passé, je voulais devenir un Gilles Kepel, faire des études universitaires là-dedans, devenir docteur sur ces sujets-là, faire quelques conférences, des bouquins. Mais j'ai compris d'abord que Gilles Kepel et puis quelques autres font ça déjà très bien. Mais aussi, c'est que je veux changer vraiment, enfin en tout cas, je veux être acteur, premier acteur. Comment est-ce que je peux me faire entendre? Comment est-ce que je peux entendre ce discours-là? Eh ben, c'est en fait en étant entre les deux, c'est-à-dire en étant à la fois intellectuel, mais aussi en allant sur le terrain militant, c'est-à-dire le terrain médiatique, et ne pas se contenter d'écrire des bouquins, mais aussi écrire des articles, aller sur le terrain, aller au-devant des médias, se confronter à l'extrême gauche et à une partie de l'extrême gauche et aux islamistes. Et c'est comme ça, malheureusement, c'est ce que j'ai compris assez vite. Au début, je voulais pas, par exemple, qu'il y ait mon nom et ma tête. Je voulais juste écrire. Je voulais créer une page Facebook, mais sans mon nom, juste un titre, voilà. Et j'ai compris qu'il faut personnaliser. Malheureusement, c'est comme ça. Et les gens ont besoin de personnifier la personne qui s'exprime. Il y a besoin de mettre des noms et des visages.
Et c'est malheureusement comme ça que ça fonctionne. Les islamistes ont compris ça très bien. Et c'est comme ça que ça marche. Et donc, j'essaye voilà, de faire entendre, et vous l'avez bien dit au début dans la présentation, c'est que j'ai dit des choses qui vous touchent parce que je dis des choses dans lesquelles vous vous reconnaissez. Mais voilà, je peux les dire parce qu'il y a des micros qui se tendent vers moi, mais parce que j'ai tout fait pour. J'ai tout fait pour ça et je veux continuer à le faire pour que cette voix soit entendue, pour pas que ce soit que des universitaires qui s'expriment ou des journalistes qui souvent reprennent d'ailleurs nos propos pour les intégrer dans leur article et c'est très bien, mais ça serait bien qu'on puisse directement se faire entendre. Quand je dis on, c'est à la fois les ex-musulmans, mais aussi, parce que je m'exprime pas en tant qu'ex-musulman, je m'exprime en tant que laïc qui défend les valeurs d'universalisme et la République. Voilà, que je sois ex-musulman ou pas, pour moi, ça ne doit pas être un critère. Parce qu'il y a des musulmans croyants pratiquants qui peuvent défendre et qui défendent les mêmes valeurs. Voilà. Donc, mais après, à l'intérieur de ça, comment est-ce que les ex-musulmans, parce que c'est un sujet qui est annexe, mais qui fait partie du truc, comment les ex-musulmans peuvent se faire entendre pour exprimer le fait d'avoir quitté l'islam, voire même des ex-musulmans, des gens qui sont de culture musulmane et qui critiquent l'islam, et qui soient entendus pour ça. Et que justement, le fait de pouvoir critiquer l'islam, si on arrive un jour à ce que cette critique soit banalisée, c'est-à-dire qu'elle soit entendue comme on peut critiquer le capitalisme, le communisme, bah là on aura gagné. Ça ne veut pas dire que les gens deviendront athées, mais ça voudra dire que la parole des athées ex-musulmans soit entendue. Et effectivement, là, on n'en est pas du tout sur le chemin. Et qu'on sorte de l'anonymat parce que les risques aussi, quoi. Donc j'entends ce que vous dites, hein, personnalisé, et en même temps, voilà, ça. Il y a un côté pragmatique qui fait que. Enfin, après, je vous parle en connaissance de cause. Hein. Ah, mais c'est tout le problème. Et déjà, rien que ça montre qu'il y a quelque chose qui cloche. Rien que ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va jouer de l'anonymat pour critiquer le capitalisme ou le communisme ou voilà, ou le véganisme ou j'en sais rien. Donc non. En ce qui concerne, ou même le christianisme d'ailleurs, non. Mais en ce qui concerne l'islam et l'islamisme, là c'est l'anonymat. Et puis pour les quelques-uns qui s'expriment, je crois Damagine ou Chaka ou Kacha, je sais jamais. Donc lui, donc je suis pas toujours d'accord avec lui, mais c'est pas grave. Au contraire, c'est bien. C'est important. Je trouve que parfois il fait des erreurs, parfois il dit des choses sérieuses, mais ça ne veut pas dire que j'ai raison. Ça veut dire que c'est ça qui est intéressant, c'est l'échange des idées. Le problème, c'est que, c'est ce que je disais tout à l'heure, lui, il a tendance parfois à glisser vers l'extrême droite. Son bouquin a été édité aux éditions Ring. Il n'hésite pas, donc c'est un éditeur d'extrême droite, il n'hésite pas à aller, je crois que c'est à Boulevard Voltaire, qui est un groupe d'extrême droite. Il ne voit pas le problème. Et c'est pareil pour Mohamed Louisi. Qui, lui, je ne sais pas s'il est ex-musulman, mais en tout cas, c'est un ancien frère musulman, et que, pareil, hein, il dit des choses très justes, des choses où je suis mal d'accord. Il m'a appris beaucoup de choses d'ailleurs aussi, mais il ne voit pas trop le problème de parfois déraper vers l'extrême droite. Alors, pas les mots qu'il utilise, mais d'accepter d'être partenaire, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, parfois d'être avec des gens d'extrême droite, et c'est tout le problème. Il faut, comment dire, il faut être cohérent avec ses idées. Si on est d'extrême droite, alors ils sont cohérents. Donc là n'est pas voilà. Mais il ne faut pas que le mouvement des ex-musulmans puisse être affilié de près ou de loin à l'extrême droite, parce que c'est facile de basculer là-dedans. Je ne parle pas des gens, je parle des étiquettes qu'on leur pose. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai toujours été de gauche, j'ai milité dans l'éducation populaire, j'ai toujours voté à gauche, je milite pour des valeurs de gauche, je suis foncièrement ancré à gauche. Mais ça n'empêche pas des gens d'extrême gauche et des islamistes de vouloir essayer de me poser l'étiquette d'extrême droite. Ils essayent par tous les moyens de me poser cette étiquette. Ils n'y arrivent pas parce que j'ai toujours été vigilant de créer un mur totalement étanche entre l'extrême droite et moi, y compris sur les réseaux sociaux. Dès qu'il y a quelqu'un d'extrême droite qui s'abonne à mon compte Twitter, je le bloque. Je ne cherche même pas à comprendre. Voilà. Parce que c'est mes convictions, d'abord, et aussi c'est parce que il est important de montrer, c'est tout bête, hein, mais dans les gens, la population, la société, aujourd'hui, avec l'immédiateté de la communication, colle facilement des étiquettes, souvent inconsciemment, et qu'il faut pouvoir imprimer dans la tête des gens qu'un ex-musulman n'est pas forcément n'est pas d'extrême droite, c'est pas naturel, et qu'un ex-musulman peut aussi être laïque, c'est-à-dire ne pas avoir de problème avec que quelqu'un soit musulman, pratique sa religion. Voilà. Et puis on peut être musulman, ex-musulman, et être anti-laïque, c'est-à-dire se battre pour la suppression des religions dans la société. Voilà. Donc les ex-musulmans sont pluriels.
Ils sont comme les musulmans d'ailleurs, et comme tous les êtres humains. Et malheureusement, on a tendance à voir, je pense notamment à cette page Facebook des ex-musulmans il y a quelques années que j'ai quitté parce qu'il y avait trop de propos d'extrême droite, hein, et voilà, c'était pas modéré par les modérateurs, donc ça passait, donc je suis parti. Et c'est tout le problème. Il faut être particulièrement vigilant là-dessus, et c'est une des clés, je pense, pour que les ex-musulmans soient mieux entendus. Moi, j'allais juste rebondir sur un propos qui m'a énormément plu tout à l'heure. Vous avez parlé des Amazirs. Voilà, c'est une cause qui me tient, je pense, même un peu plus à cœur que voilà, la dénonciation du fondamentalisme, l'intégrisme islamiste. C'est parce que moi-même, donc, je suis un Nord-Africain, je suis un Berbère. Et je suis un Amazir. Voilà, je vais donner toutes les notions clés. Et donc, j'aimerais bien avoir votre avis sur ça. Si vous en avez parlé, j'imagine que vous êtes penché un peu, ne serait-ce qu'un peu, sur la question. Donc voilà, je vais introduire ça de meilleure manière. Vous ne pensez pas quelque part que le problème identitaire, parce qu'il y en a un, c'est constaté par beaucoup de sociologues, beaucoup d'ethnologues qu'on connaît au Maghreb, c'est quelque part retransposé ou en France, chez certains jeunes de banlieue qui sont d'origine maghrébine, par exemple. Alors, en tout cas, moi, je fais le parallèle. Voilà, je vous pose la question globalement, je vous laisse répondre. Allez-y. Ouais, comme moi, je suis quelqu'un très rationnel et j'adore l'histoire, tout ça. Je regarde les faits. Les faits, c'est que ethniquement, biologiquement, les Maghrébins sont pas arabes. Voilà, c'est pas la même ethnie. Les Arabes, c'est les habitants de la péninsule arabique, le Yémen, l'Arabie Saoudite, le Qatar, tout ça. C'est la péninsule arabique. Ça, ce sont les Arabes. Que culturellement, c'est pas la même culture. Il y a des points communs, bien sûr, mais il y a beaucoup de différences. Le mot Maghreb, d'ailleurs, n'est pas bon, puisque le mot Maghreb, c'est le nom donné par les Arabes à cette zone géographique pour dire le couchant, l'Occident, quoi. Donc, géographiquement, le Maghreb est en Occident. Donc, les Maghrébins sont des Occidentaux. Quand on parle de culture occidentale, on pense à l'Europe et aux États-Unis, et l'Australie. Alors que l'Australie, voilà, c'est pas l'Occident géographiquement parlant. Le Maghreb est un Occident. Ce qui fait l'arabité entre guillemets, on pourrait dire que c'est la langue. Or, chaque pays a son dialecte, puisque c'est un mélange aussi avec le berbère local. Donc, peu de Maghrébins maîtrisent l'arabe littéraire. On pourrait dire que c'est l'islam, mais le plus grand pays musulman au monde, c'est l'Indonésie. Le Maghreb, il y a des musulmans pratiquants, des non-pratiquants, il y a des athées, comme partout ailleurs. Et que les Maghrébins qui sont berbères d'ethnie et même de culture, les États autoritaires du Maghreb ont fait le choix, pour diverses raisons, de mettre en avant l'arabité, d'arabiser la langue par rapport à la colonisation, de supprimer le français, d'arabiser la langue et de faire croire que les Maghrébins sont des Arabes. Ce qui fait que les gens du Maghreb, quand ils viennent en France, ils se présentent comme Arabes, et les identitaires, ce que j'appelle les identitaires arabes et / musulmans, qui font de l'islam une identité, même si eux ne sont pas pratiquants, se présentent comme arabes. Ils défendent l'identité arabe. Et ils prétendent défendre cette identité en luttant contre le colonialisme occidental, contre l'impérialisme occidental et contre le néocolonialisme français. Or, c'est tellement stupide de penser comme ça parce que eux-mêmes renient leurs origines, renient toute l'histoire de leurs ancêtres pour se soumettre à l'impérialisme arabo-musulman et se soumettre à un impérialisme qui est exercé sur le Maghreb depuis plus de 1000 ans. Et donc, ils ignorent toute leur histoire maghrébine. Et si moi, j'ai des connaissances de la berbérité, c'est parce que des associations amazirs, c'est parce que des militants amazirs se battent tous les jours pour sauvegarder cette culture et notamment cette langue. C'est pour ça que c'est aujourd'hui en Algérie, je crois, la berbère est reconnue comme une des langues officielles du pays, je crois. Je fréquente quelques militants qui s'investissent au sein de la TMF et au sein d'associations berbères en région parisienne et qui m'ont expliqué des choses, du vécu, des choses que j'ignorais. Et j'avais déjà des bases, mais voilà, là je comprends mieux aussi beaucoup de choses. Et c'est un des enjeux de lutte. C'est-à-dire la culture berbère, ça aide aussi les ex-musulmans. Même si chez les berbères, bien sûr, il y a des musulmans, évidemment, mais
les Berbères sont pas musulmans à la base et que leurs croyances, même si on n'y croit plus, mais qui relèvent aujourd'hui de la culture, sont reniées par les États et par une partie de la société. Et c'est tout le problème, c'est qu'il y a vraiment des lacunes de connaissances. Il y a une lacune historique, littéraire, langagière de leur culture. C'est pour ça qu'au Maroc, par exemple, il y a des gens qui ne parlent que berbère, ils ne parlent pas le marocain. Et ils sont méprisés par les arabophones parce qu'ils sont perçus comme des incultes, comme des voilà quoi. Et c'est-à-dire qu'il y a un racisme, c'est ça qui est un fou, c'est que c'est une forme de racisme, et bien pourtant des gens qui sont de la même ethnie que la vôtre, mais parce qu'ils ont gardé leur culture et la langue de leurs ancêtres, contrairement aux autres qui ont décidé de renier leur histoire et de se soumettre à la culture arabo-musulmane. Et c'est là où les musulmans ont été très forts, c'est que sans être trop nombreux, ils ne sont pas venus en masse, les Arabes, pour coloniser physiquement le Maghreb. Non, il a suffi de quelques personnes pour convertir les gens et pour que ces gens-là soient des soldats eux-mêmes pendant la conquête musulmane, notamment jusqu'en Europe, l'Espagne, etc. Voilà, les soldats, c'était surtout des Marocains d'aujourd'hui. Ce n'étaient pas des gens d'Arabie Saoudite qui ont combattu en Espagne. Donc, à part quelques généraux peut-être. Donc, voilà. Et tout ça, ils l'ignorent complètement. Et je pense que ça fait partie des outils que les ex-musulmans aussi doivent utiliser pour affirmer à la fois leur identité et pour pouvoir affirmer leur non-croyance, quoi. Moi personnellement, mon nom Bestandji et mon physique fait que c'est un héritage de mon grand-père paternel, qui était d'Algérie. Mais ses ancêtres étaient turcs. Bestandji, c'est pas algérien, c'est turc. Ah oui. Donc, en Algérie, comme vous le savez, la plupart des gens, la mixité culturelle, c'est de la science-fiction. Enfin, je veux dire, les gens d'origine turque se marient entre eux, les gens d'origine kabyle se marient entre eux, les gens d'origine chouaoui, je dis n'importe quoi, se marient entre eux. Il y a peu de gens qui se marient, par exemple, quelqu'un d'origine turque se marie avec un kabyle, ça existe bien sûr, mais c'est pas la norme. C'est pas la norme. Voilà. Et ça, c'est surprenant. Ça, c'est du point de vue français, c'est assez surprenant. Et ce qui est fou, c'est que ces personnes-là qui ont des revendications identitaires au Maghreb, en Algérie par exemple, vont critiquer la France, vont dire que la France est intolérante et raciste, alors que eux-mêmes le sont. Eux-mêmes sont intolérants et racistes, parce qu'il faut voir comment sont traités les Noirs au Maghreb. Ah bah oui. Ah oui, il y a beaucoup de problèmes vis-à-vis de ça. Et les Juifs, j'en parle même pas. C'est pour ça que les Juifs sont partis d'ailleurs. La double peine, ça c'est sûr. Oui. Voilà, et donc tout ça, ça fait partie des... Parce qu'il y a une forme d'ignorance, mais il y a aussi un problème de perception. C'est-à-dire que souvent, quand je parle de ces sujets-là, que ce soit pour le voile, pour l'islam, pour ces sujets-là, les gens me disent, mais c'est vrai, mais j'ai jamais vu ça comme ça. On m'a jamais expliqué les choses comme ça. Et pour conclure, il y a en Tunisie une femme voilée avec qui j'ai discuté longtemps par Skype, qui est gynéco, qui vit dans le sud de la Tunisie, quelqu'un de cultivé, qui est voilé, et pendant des jours, on discutait, et elle m'a dit, on m'a jamais parlé comme ça. Et je lui ai dit, mais pourquoi alors tu continues à porter le voile? Et elle me dit, parce que tu ne peux pas, en 3 heures, me faire changer d'idée pour des choses qu'on m'a mis dans la tête depuis 30 ans. Voilà, il y a 30 ans d'un côté, 3 heures de l'autre, quoi. Donc, c'est pas possible. Oui, c'est vrai. Donc, psychologiquement parlant, il y a des processus qui mettent plus de temps à se mettre en place pour qu'ils contrecarrent ou qu'ils déconstruisent les processus beaucoup plus anciens. C'est totalement normal. Et c'est parce que les islamistes travaillent depuis des décennies et qui sont très structurés et qu'ils ont beaucoup d'argent et qui sont ultra motivés. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à influencer les âmes. Et que effectivement, les laïcs en général et les ex-musulmans en particulier, il faut. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, je le sais. Et vous en savez quelque chose vous en premier, c'est de s'organiser à la fois nationalement et internationalement. Voilà, mais c'est très compliqué parce qu'en face on a des fanatiques et par définition les fanatiques sont bien plus motivés que nous. Oui, et ils sont pas la même chose. C'est sûr. Ah ouais, et ils peuvent mettre plus d'argent, dépenser plus de temps parce que pour eux c'est un enjeu vital, notamment de gagner sa place au paradis, quoi. Exactement. Attendez, pour finir, une dernière question avant de finir, parce que là on a bien. On a pris beaucoup de temps à Naëm et c'est non, pas de souci. Une petite dernière question. Et sur quoi on pourrait conclure? Vas-y, Mia, t'as rien? Oh, moi sur les perspectives, et je pense que voilà. Moi, j'aimerais donc juste poser une question par rapport à vous. Voilà, c'est quoi vos projets pour l'avenir? Vous comptez, vous dirigez vers quoi? Ce serait la dernière question que je pourrais vous adresser.
me diriger vers la Mecque. Non, je plaisante. Ah, Euh, Très drôle. non, non, euh, non. Alors, moi, en fait, là, l'idée, c'est de continuer à écrire mes articles. J'aimerais bien publier un deuxième livre. Là, il est en projet, j'en ai Mhm. pas la personne. Donc, mais voilà, c'est l'idée de. Le premier livre, c'est donc sur le voile. Et là, ce serait plus sur une forme d'autobiographie. En fait, le premier livre, c'était sur un sujet, donc c'est un essai hein, sur l'islamisme, avec une dose autobiographique pour lier le personnel et le général. Et là, je ferai un peu la même chose, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup plus de personnel que d'essais. Donc, ce sera sur ma vie, sur mon rapport. En fait, l'idée, c'est la double culture, à travers notamment une histoire d'amour que j'ai vécue avec une Algérienne, et voilà, la double culture en France, en Algérie, des anecdotes assez rigolotes que j'ai pu vivre en tant que Français, de culture française, mais aussi d'origine maghrébine et de culture tunisienne, que ce soit en France ou que ce soit au Maghreb, des choses assez rigolotes, et pour montrer le problème qu'on peut vivre dans la double culture, et notamment quand on est athée. Voilà, donc ça sera plus une autobiographie que j'espère finir un jour et trouver un éditeur. Et puis, ben voilà, maintenant que je suis à Paris, c'est aussi pour ça, c'est de continuer à faire ce que je fais et à être toujours mieux entendu. Voilà. En fait, je veux continuer ce que je fais depuis plusieurs années maintenant. Voilà, j'ai eu quelques résultats, j'en suis content. Hein. Le Burkini à Grenoble, voilà, ce que j'ai fait, ça a porté ses fruits sur pas mal de trucs. Au planning familial aussi, le CCIF pareil. J'espère continuer à apporter des outils aux personnes pour qu'elles puissent avoir des outils intellectuels pour pouvoir justement, quand on n'est pas musulman, quand on est étranger à cette culture, de ne pas avoir comment dire, de honte ou de se dire ah, si je dis ça, je vais être raciste ou je sais pas quoi parce que je maîtrise pas le sujet. Voilà, d'apporter des outils pour pouvoir aux gens de pouvoir s'exprimer de façon décomplexée, mais de façon laïque et républicaine et universaliste, sans pour autant basculer dans des propos d'extrême droite ou je ne sais quoi. Voilà, moi l'idée, ça serait plutôt ça. Eh bien, merci beaucoup. Là, je vais juste faire la promotion du livre. J'avais promis dans l'émission. Alors, le livre de Naim Bestanji, Le linceul du féminisme, caresser l'islamisme dans le sens du voile. Très bien trouvé, lapsus révélateur. Caresser l'islamisme dans le sens du voile, paru en 2021 aux éditions Céramis. Voilà. Je vous invite tous à vous le procurer pour connaître plus en profondeur ce qui a été abordé pendant l'émission. Donc, merci beaucoup, Monsieur Bestanji, d'avoir accepté. Vraiment, merci beaucoup pour le temps, la confiance. Et puis, bon, on est un petit peu dans le même combat. Sachez qu'on est là. Si les choses avancent et changent, et qu'on peut vous apporter quelque chose dans ce que vous faites, enfin, vous savez nous trouver maintenant. Oui, bah écoutez, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Naëm. Et bon courage. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.